Entre deux bulles. Oh, mais quel été ce doux bruit! Eh bien oui, rajouté en post-prod, vous venez d'entendre le tout nouveau, tout frais jingle d'Entre deux bulles. Et ça fait plaisir. Alors ce jingle a été créé par You Know How I Feel, Croteis et a été mixé par Panda. Donc pour commencer la séance, je tenais à leur adresser de la part du Discord un énorme merci. Et avant de donner la parole à notre grand gourou Manga Cam, voici notre petit programme du jour. Nous entamerons le club lecture par 5 présentations d'œuvres. La première, présentée par notre Trivium, est Le Pavillon des Hommes de Yoshinaga Fumi. Entre parenthèses, j'espère que tu vas me donner envie de les lire parce que je les reçois par colis cette semaine. Ensuite, Barm prendra le relais avec BL Métamorphose de Nakamura Rikito. Moi-même, je vous présenterai un petit bonbon de douceur et de joie, Yotsuba E de Kiyohiko Azuma. Suivra Le Gardien des Étoiles de Uemuru Usuzu, présenté par Cam. Et Saki fermera cette première partie du club lecture avec Les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir de Nakamura Rikito. On enchaînera avec la lecture imposée du mois qui, je le rappelle, a été tiré au sort Le dernier envol du papillon de Kan Takahama. Et pour clôturer cette quatrième édition, le débat proposé par Marsu, la prolifération des éditions collector et limitées, est-elle une bonne chose pour l'industrie et les consommateurs? Saura, j'en suis sûr, délier nos langues. Et voilà, ma petite présentation est finie. Je vous souhaite un bon club de lecture et je donne la parole à notre Cam. Merci Nibs pour cette présentation de qualité. À chaque fois, tu nous surprends par tous tes talents. Merci du coup, et je tiens aussi à remercier tous les organisateurs de ce club de lecture, que ce soit Panda, Nibs, Yuno, Croteis aussi qui a participé. On a Ime qui a trouvé le nom à la base. On a Pokéami qui a aidé pour le logo aussi. Franchement, on voit que vous contribuez tous. J'espère que j'ai oublié personne, mais voilà, tous ceux qui participent aussi, c'est super important pour nous et ça contribue à tout ça. Donc merci, encore. Merci aussi à Damien, qui a participé avec nous, donc l'un des cofondateurs de Nazca, qui a participé à faire du podcast précédent un succès et on espère qu'on aura des invités, de ce genre-là dans les prochains podcasts. En tout cas, on y travaille et il y aura peut-être des petites surprises cette année. Voilà, je pense que pour le mot d'intro, c'est bon. On a pas mal de lectures à présenter aujourd'hui, donc je vais pas m'étaler trop et j'ai hâte d'en découvrir certaines puisque je connais pas grand-chose dans ce qui a été, proposé ou alors que de nom et j'ai hâte de découvrir tout ça. Eh ben, super, merci beaucoup Cam. Et du coup, je pense qu'on peut enclencher direct avec Trivium, qui veut bien lever la main. On va le faire monter parmi les intervenants. Parfait, c'est avec nous. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, ok. Alors du coup, donc moi comme tu l'as dit, donc je vais parler du Pavillon des Hommes, donc qui avait été donc écrit et dessiné par Fumi Yoshinaga. Donc c'est une série en 19 tomes qui a été prépubliée dans un magazine Josei, du coup d'après Nautilus en tout cas, entre 2004 et 2021 au Japon, et du coup entre 2009 et 2022 en France. Donc moi, c'est une série que j'ai découvert du coup donc il y a quelques années, que j'ai lu tout d'une traite. Concrètement, j'étais tellement dedans que j'ai lu en 3 jours les 19 tomes. Ils sont en plus assez verbeux, donc ça vous donne une idée de la rapidité et à quel point j'ai aimé cette série. Euh, donc, rapidement, Fumio Shinaga, donc elle est connue pour quoi? Donc, elle a fait un peu de tout, des shoujo, des seinen, des yaoi, des josei. En France, on a donc All My Darling Daughter, donc un one-shot, donc sur une histoire familiale principalement. Tamaki Yamane, qui est un recueil d'histoires courtes qui est sorti récemment du coup chez Soleil. On a également du coup What Did You Eat Yesterday, qui est un mélange entre Boys Love et gastronomie, qui est donc en cours de parution en France avec des doubles tomes et qui est en cours au Japon avec 23 ou 24 tomes, je ne sais plus. Et donc Le Pavillon des Hommes, comme je disais tout à l'heure, série donc complétée en 19 tomes. Donc ça parle de quoi? Le Pavillon des Hommes, c'est une série qui du coup
met en scène donc le Japon du 19e siècle, tout d'abord, dans lequel une épidémie va éradiquer les trois quarts de la population masculine donc japonaise. Donc le Japon devant du coup trouver des solutions face à cette épidémie, donc ce ne sont plus les hommes qui vont être en charge des affaires politiques, euh, comment dire, également tout ce qui est travail manuel, etc., pour ne pas justement risquer le déclin encore plus important des hommes. Donc, c'est les femmes qui vont prendre en charge donc la société à bras le corps. Le premier tome, donc du coup, concrètement, c'est presque un one shot. Je dis presque parce que à la fin du tome, on a quand même envie de lire la suite, mais c'est quasi indépendant du reste de la série. C'est vraiment une introduction à l'univers, au pavillon, donc lieu principal du coup du déroulement de l'action. Le pavillon, c'est là où va se situer donc le shogun et donc tous ses prétendants. Et le shogun, donc du coup, est une femme, alors que normalement le shogun est un homme. Euh, donc cette série va mélanger donc romance, politique, euh, principalement, et du coup, comment dire? Moi, ce que j'aime avec cette série, donc déjà, je trouve que les relations entre les personnages sont extrêmement subtiles, extrêmement fines. On a, comment dire, je trouve que donc il y a beaucoup de texte, mais en même temps, le dessin est suffisamment explicatif pour qu'on se prenne d'attache pour ces personnages-là qui sont tous nuancés, à la fois détestables par certains côtés, en même temps profondément humains et profondément attachants, et également du coup aussi prisonniers comment dire, de leurs conditions, notamment pour les shoguns qui sont là, mais sont un peu choisis pour être là, forcément, et pas toujours, comment dire, adapté à ce poste. Je trouve également que le côté politique est intéressant et j'avais donc vu quelqu'un qui disait dans cette OIM qu'on ne voyait pas assez l'impact sur la population. Moi, je trouve justement que le but du manga, c'est pas de montrer tellement l'impact au niveau de la population, c'est de montrer le côté politique à l'intérieur et le fait que justement cette population-là est complètement hors sol d'une certaine façon. En tout cas, une partie de la population politique japonaise est complètement hors sol et en fait ne comprend pas les préoccupations du peuple. Je trouve également son rythme est extrêmement bien maîtrisé parce qu'en fait, déjà, je trouve qu'on s'ennuie jamais. Et à chaque fois qu'on pourrait avoir un sentiment de longueur, on pourrait dire, ah là, ça tire un petit peu trop. On passe du coup à une autre action, à une autre époque parce que la série se déroule du coup sur une période de plus d'un siècle. Donc on a de quoi voir avec énormément de personnages, énormément de liaisons euh, entre eux. Et je trouve ça absolument passionnant. Et même si je peux comprendre qu'on ait du mal des fois à, à, à se rappeler tous les noms, etc., parce qu'il y a une sacrée panoplie de personnages, je trouve que malgré tout, leur personnalité et, euh, et leur écriture donc, fait qu'on finit par très facilement raccrocher tous les wagons. Et puis, évidemment, faut pas dire ça en étant crevé. Et si on lit ça dans de bonnes conditions, pour moi, on est sur un récit d'une richesse euh, scénaristique rarement vue. Ok, merci beaucoup pour cette présentation complète, pas que sur l'histoire, mais aussi sur l'auteur. Et je trouve ça intéressant de mettre en avant aussi le parcours de l'auteur. Du coup, c'est un manga, je suppose que pour lire un tome, il faut prendre pas mal de temps à chaque fois. Alors moi, je mettais à peu près trois quarts d'heure par tome, en sachant que j'ai l'impression de lire plutôt un peu plus vite que la moyenne. D'après ce que les gens me Ok. disent, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Donc, je pense qu'il faut tabler au moins sur du trois quarts d'heure, une heure pour lire un tome. Ok, et être plutôt dispo mentalement, quoi. Il faut pouvoir s'investir dans la lecture. C'est ça. Bah, pareil, je crois que c'est à la fin du tome 10. Tu as tout un organigramme, du coup, des personnages importants du manga et de leurs liens de parenté, de gestion, d'administratif, etc. Donc, c'est très, très
complet et je pense qu'on peut y revenir, de temps en temps pour, se remettre un peu les idées en place, si des fois on a un petit moment d'absence. OK. Ouais, ben, moi, j'avais entendu parler du pitch qui m'intéresse énormément. J'avais eu moins ce côté, où c'était une lecture qui pouvait demander des ressources, mais c'est bien que je puisse l'entendre, comme ça je choisirai bien mon moment pour l'entamer, cette lecture. Surtout que des fois, tu as des personnages qui sont, nommés sous différentes formes. C'est-à-dire qu'ils ont on va dire leur nom d'usage d'une certaine façon et puis leur nom dans le «palais» entre guillemets. Il y avait un personnage notamment, je me rappelle, qui arrive avec un certain nom et après on va l'appeler d'une autre façon, au cours du récit. Oh Donc pauvre, pareil, en plus, il nous fait des pièges, quoi. ouais, c'est ça et je vais pas trop parler du dessin non plus, que je trouve, honnêtement assez fin et détaillé et toujours maîtrisé et qui arrive justement à bien transporter le récit, je le trouve vraiment sympa. Son trait est toujours, très en finesse aussi. Bah, écoute, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une petite De rien. question, du coup, Tritri, par rapport, à la lecture. Est-ce que tu conseilles, toi, de ton côté, de tout lire d'un coup, c'est-à-dire les 19 tomes d'un coup? Ou est-ce qu'il faut faire des pauses entre les tomes pour justement pas trop se lasser ou pas en avoir, trop niveau texte? Mmh. Bon, je pense que ça va dépendre de chacun. Après, j'aurais tendance à dire qu'au moins d'essayer de lire arc par arc, parce qu'on va dire qu'il y a 3 arcs principaux. De toute façon, on va voir, facilement, à quel moment ça va se découper. Moi, j'ai tendance, quand je suis à fond dans quelque chose, à tout lire, jusqu'à des fois un peu l'indigestion, si la série est très longue. Mais je suis capable de m'enchaîner, une certaine palanquée de tomes en très peu de temps. Donc je te dis, moi, je pense que lire 19 tomes en 3 jours, c'est peut-être pas la solution idéale pour la majorité des personnes. Moi, ça m'a convenu. Pour te dire, j'ai pas relu la série, je l'ai lu il y a au moins 2 ans et demi. Et j'ai encore certaines, parties qui sont, en tout cas certains moments qui sont assez nets dans mon esprit. Donc, mais ouais, et pour ceux qui sont intéressés, je te conseillerais de lire minimum les 3 premiers tomes pour se faire une idée, éventuellement les 7 premiers pour avoir au moins le premier arc. Je crois que c'est à peu près aux alentours du 7-8, tomes, pour avoir à peu près le premier arc et si on n'accroche toujours pas, dans ce cas-là, ça sert à rien de trop se forcer. OK, ça marche, merci pour la réponse. C'est vrai. Oui, comme à chaque fois, en fait, ça dépend pas mal aussi du profil du lecteur, et il faut apprendre à se connaître pour savoir comment on peut «consommer» entre guillemets une œuvre, quoi. Oui, non, c'est ça. Après, si tu te sens plus à l'aise en lisant un tome par jour ou un tome, je sais pas, toutes les semaines, parce que tu apprécies ça, chacun fait comme il veut. Après, à mon avis, faut pas trop espacer non plus ta lecture, sinon tu risques d'être vite perdu, entre tous les personnages. Oui, ça me paraît assez clair. Bon, bah, cool, merci beaucoup Tritri, et on va pouvoir enchaîner avec, Barm, si elle est prête, pour BL Métamorphose de Nakamura Rikito. Elle arrive. Elle est là. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Comme dit, donc aujourd'hui je vous présente un manga que j'ai découvert cette année, donc BL Métamorphose, et c'est de Kaori Tsurutani, publié en 2019 chez Kiyun et terminé en 5 tomes. Donc je l'ai choisi parce que c'est un titre qui est très doux, qui est touchant, c'est une histoire de rencontre un peu inattendue et surtout de passion qui fait tomber la barrière des générations. Donc on suit Yuki Ichinoi, qui est une femme de 75 ans, veuve depuis 2 ans, un peu solitaire. Et donc un jour, alors qu'elle sort de chez elle sous une chaleur accablante, comme on peut se reconnaître aujourd'hui, elle se retrouve dans une librairie pour essayer de chercher un petit peu de fraîcheur. Et elle va y acheter un manga un peu à l'aveuglette. Elle rentre chez elle, elle le lit, et elle découvre avec surprise qu'il s'agit en fait d'un manga BL, d'où le titre de l'œuvre. Donc le BL, pour ceux qui sont pas familiers du genre, c'est un manga boys love, donc où l'histoire va se centrer autour d'une romance entre hommes. Ça peut aller du shonen ai sans scène explicite et plus focalisé sur les sentiments, au yaoi qui va beaucoup plus mettre en lumière des relations sexuelles entre les personnages. Donc Yuki, au début, elle est un peu intriguée par ce qu'elle lit, mais elle s'attache vite au personnage, elle meurt d'envie de connaître la suite de son manga, donc elle va vite retourner dans la librairie où elle a acheté ce premier tome, et elle y fait la connaissance d'Urara, une lycéenne timide, fan de BL,
et une amitié va se créer entre elles, malgré la différence de génération, autour de cette nouvelle passion commune. Donc pour Urara, ça va être l'occasion un peu de sortir de sa coquille, enfin faire des choses qu'elle n'osait pas faire seule, assumer sa passion, trouver du plaisir à partager et exprimer ce qu'elle aime. Et pour Yuki, l'amitié qu'elle va développer avec Urara, ça va lui permettre de redonner un petit peu de sel dans sa vie. Là, on sentait que peut-être qu'elle tournait un petit peu au ralenti depuis le décès de son compagnon. Donc, je vais le dire tout de suite, pas besoin d'être fan de BL ou de romance même pour se lancer dans ce manga. C'est vraiment un manga tranche de vie, un peu à la Hirayasumi ou Ocean Rush pour ceux qui connaissent, qui dépeint vraiment le quotidien des protagonistes de manière très douce, calme, sans drame. Et c'est accentué par le style graphique qui est très simple, épuré, un rythme très lent et assumé, même dans le choix des cases. Dans une scène où il y a un simple trajet en voiture, plusieurs cases juste avec les gouttes qui défilent sur la vitre, des cases pour décrire l'ambiance sonore. On a Yuki qui habite dans une maison plein pied et donc on a les deux personnages principaux qui lisent, mangent régulièrement ensemble sur le petit porche en bois en silence. Donc voilà, on a vraiment des scènes très calmes, beaucoup de sérénité. Et puis l'édition elle-même est super belle chez Kiyun. On a une couverture papier un peu façon papier aquarelle, donc papier un petit peu épais, très agréable au toucher, illustration aquarelle assez légère, subtile. Donc voilà, c'est un titre pour faire une pause ressourçante entre deux mangas un petit peu plus rock'n'roll avec des histoires plus engagées. Là, c'est vraiment un petit cocon de douceur. Et puis en bonus, le lire en tant que fan de manga, ça fait toujours du bien de voir comment une histoire, un objet, ça permet de tisser, rassembler des gens au-delà des différences, autant entre lecteurs, mais aussi un petit peu plus tard dans l'histoire entre les auteurs et les lecteurs. Donc voilà, lecture que je recommande vivement. Ok, génial, merci beaucoup pour ta présentation. C'était très clair, ça m'a donné envie. Là, je viens de le rajouter sur mon manga collect pour suivre ça de, de plus près. Et tu parlais d'Irayasumi et ça ressemble aussi en termes de format au niveau de l'édition ou c'est du petit format? Non, c'est du petit format et même, je dirais, entre guillemets, tout petit format. On est vraiment sur l'exact opposé de ce qui a été décrit sur le pavillon des hommes. C'est des tomes donc assez petits. D'ailleurs, c'est peut-être ça le frein. Je crois qu'il coûte bien 8,50, quelque chose comme ça, pour des tomes qu'on lit aller en 15 minutes, quoi. Donc, ça prend pas beaucoup de place dans la bibliothèque, au moins, en 5 tomes terminés. Euh, et, euh, et par contre, je pense que c'est à peu près comme Irayasumi. Alors autant sur le trait que sur les cases, on n'a pas beaucoup de cases par page, je dirais 4-5. Donc c'est très agréable à la lecture. Voilà, c'est pour ça, c'est pour moi vraiment la lecture bonbon, douceur, quand on a passé une journée un peu longue, quoi. Et c'est vrai que les jaquettes, là, je regardais, ça ressemble vraiment à Irayasumi. Les Oui, illustrations des jaquettes, ouais. voilà, et puis sur le côté Hirayasumi aussi, bon, avec vraiment le début de l'histoire d'Hirayasumi, avec ses relations intergénérationnelles aussi, entre une femme âgée, quelqu'un d'un petit peu plus jeune, et le côté maison plein pied. Donc c'est là où je vois vraiment le raccord. Bon, la différence quand même, c'est que là, donc la personne âgée Yuki, c'est vraiment la personnage principale qu'on va suivre de bout en bout. Mais ouais, en tout cas, je pense que pour des personnes qui aiment des mangas très tranches de vie où il n'y a pas non plus énormément d'action, ça colle tout à fait, quoi. Ok, je crois qu'il y a quelques personnes qui l'ont lu dans le chat, là. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour ta recommandation, d'avoir pris la parole et de nous avoir présenté ce titre. Merci à vous. Allez, du coup, je crois bien que ça va être à moi de prendre le relais avec mon manga. Et mon manga, c'est Yotsuba et de Kiyohiko Azuma. Alors, la série, elle fait 15 tomes en France et 16 au Japon. Et chez nous, c'est édité chez Kurokawa. L'auteur a écrit et dessiné la série depuis plus de 20 ans. Je crois que c'est de tête là, j'ai lu ça tout à l'heure, je crois que c'est 2003. Il a commencé en 2003. Donc on voit qu'il prend bien son temps et tant mieux car il a su nous livrer un manga de qualité. À savoir que je ne l'ai pas encore lu entier et c'est voulu, je me force à ne pas aller trop vite, à picorer petit à petit ce manga plein de soleil, de rire et de bonne humeur. En gros, si vous avez besoin d'évacuer une journée de travail un peu pesante, si vous n'avez pas trop d'énergie pour une lecture trop exigeante ou si vous venez de lire du Asano et que vous voulez aller mieux et rire à haute voix, ouvrez un tome de Yotsuba. Le pitch va être très simple et court. Une petite fille de 5 ans qui aménage avec son père adoptif dans une nouvelle maison vivent des petites histoires, des scénettes de la vie de tous les jours,
bercé par la naïveté, l'innocence, la gaieté et bien sûr les bêtises de Yotsuba. C'est un peu comme une sacrée mamie de Saburo Ishikawa, mais sans le côté triste qu'il peut y avoir. Le découpage est simple, les dessins sont simples, ça laisse donc la place au principal atout de ce manga, une ambiance solaire construite autour de personnages drôles et bienveillants. Et pour conclure, j'aimerais remercier Oupa qui m'a fait découvrir ce titre que j'aime vraiment et qui m'accompagne depuis quelques semaines maintenant. Ça donne envie, Yotsuba. Merci pour la présentation, Nibs. Moi, c'est vraiment un manga qui m'attire depuis des années. Je sais pas pourquoi j'ai jamais j'ai jamais franchi le pas. Et du coup, les chapitres se suivent ou est-ce que c'est que des petites histoires? C'est que des scénettes. Petit à petit, il intègre de plus en plus des nouveaux personnages, du voisinage, par exemple, mais ça va être que des scénettes qui peuvent se lire, indépendamment les unes des autres. Même si on commence, je pense, la série au tome 5, il nous manquera pas grand-chose pour être dans le bain, quoi. C'est D'accord. vraiment, la définition de tranche de vie, quoi. Ouais, t'as quand même un fil rouge avec des personnages qui apparaissent, qui restent dans la série, mais tu pas besoin de lire un chapitre après l'autre pour vraiment suivre Non, l'histoire. il peut y avoir des légers running gags, mais OK. il y a rien de vraiment solide qui suit. OK et en je sais plus en combien de tomes c'est tu as dit? Je me rappelle plus. C'est en En presque 15 20 tomes? tomes en 15 tomes? France et 16 au Japon, ouais. D'accord et ça s'essouffle pas? Ah oui, Bah, mais du toi coup, tu pas lu jusqu'à la fin, du coup? j'ai pas encore tout lu, mais vraiment je lis un tome de temps en temps et ça me fait ma détente du soir quand j'en ai besoin, quoi. Donc là, à ce rythme-là, je me suis jamais essoufflé et les tomes, ils passent, très, très vite. OK. Alors, parfait, je pense qu'on va pouvoir passer au suivant et je crois que, bah, que c'était toi, Cam. Allez, beh, je récupère le flambeau. Moi, je vais vous présenter, Le Gardien des étoiles, du coup, de Itsuzu Uemara, qui est une autrice, une jeune autrice, voilà, d'une trentaine d'années, il me semble. Je dis peut-être des bêtises. On n'a que cette œuvre, pour l'instant, publiée en France, puisqu'elle a fait que 2 œuvres. Donc celle-ci qui est sa toute première œuvre, reliée, Le Gardien des étoiles, et une œuvre qui s'appelle Zakaten to Haru, qui est une œuvre qui est en 5 tomes en cours actuellement au Japon, et qui j'espère sortira chez nous, à un moment puisque, bah, je vais pas vous le cacher, j'ai adoré Le Gardien des étoiles qui est l'une de mes meilleures lectures de cette année. C'est fini en 4 tomes. Pour l'instant, on a un seul tome sorti aux éditions, Rue de Sèvres dans la collection Le Renard Doré. Ça a été publié au Japon en 2013 et nous, c'est arrivé cette année chez nous. C'est presque au prix de 10 € puisque c'est à 9,90 € et l'édition, comme d'habitude, chez, Le Renard Doré est vraiment, vraiment de qualité. Donc pour l'histoire, on est dans une forêt, donc assez loin de la ville et de la pollution, des lumières de la ville, et c'est très important pour l'histoire puisque on va avoir 2 personnages, un papy et un jeune garçon qui vont, gérer en fait un genre de petit planétarium, qui s'appelle la Petite Galaxie et qui est donc en pleine nature, donc plutôt pratique pour voir les étoiles et donc ils sont tous les 2 passionnés d'étoiles et ça c'est ça qui est beau, c'est parce que c'est 2 générations vraiment très différentes, mais qui ont la même passion et en fait, ils vont accueillir des gens qui vont se paumer, dans cette forêt et qui vont tomber par hasard à chaque fois sur ce planétarium et qui vont bien sûr voir de la lumière. Ils vont se «Tant que je suis là, tant que je suis perdu, beh, je vais aller voir, en quoi ça consiste» et à chaque fois, ils sont super bien accueillis avec des petits gâteaux, avec un petit thé, quelque chose comme ça et bien sûr une démonstration, du papy ou du jeune homme, qui vont leur montrer ce petit, planétarium et donc, en fait, à chaque chapitre du Gardien des étoiles, on va avoir des explications sur une constellation, sur une étoile, sur une comète et à chaque fois d'une manière pas du tout lourde. C'est-à-dire qu'on va apprendre plein de choses. Moi qui suis, par exemple, assez novice en astronomie, hein, je connais quelques trucs, mais sans plus. J'ai appris plein de choses en lisant Le Gardien des étoiles, mais toujours de manière, hyper intéressante, hyper, douce et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, en fait, on va, avoir ces personnages qui vont, bah, venir de temps en temps au planétarium et je pense peut-être un petit peu à la manière de Yotsuba, mais on va les retrouver, de temps en temps dans les chapitres, au fil des chapitres
et ça va nous donner un petit, allez, peut-être 5-6 personnages qu'on va revoir petit à petit et on va accueillir aussi des nouveaux, au fil des chapitres. Donc moi, comme je vous le disais, c'est je pense l'une de mes, meilleures de lecture de l'année. Certainement, je pense avec, une autre histoire de planétarium et Planétarium Ghost Travel, chez Le Renard Doré, bah, l'une de mes meilleures lectures chez cet éditeur, dans cette collection en tout cas. Et c'est rempli, de douceur, de bienveillance. L'astronomie, c'est vraiment au centre du récit, mais c'est une excellente excuse pour moi pour faire ressortir, toute l'humanité des personnages qu'on croise au fil des chapitres. Chaque constellation a une histoire, chaque chapitre est consacré à une constellation et cette histoire va à chaque fois être intimement liée aux antécédents des personnages que l'on croise. Voilà, à leur vie, à leur, histoire amoureuse, leurs problèmes aussi qu'ils ont eu dans leur vie et c'est ça qui est hyper intéressant et voilà, c'est hyper instructif, comme je vous dis, sans jamais être dans l'excès d'informations. On a du texte, mais c'est à chaque fois hyper intéressant et certaines planches sont vraiment magnifiques. Sur, quand on parle de constellations, on va voir les constellations en images et ça rend vraiment super bien et pour moi, la principale qualité, du récit, c'est le développement des personnages et je trouve que c'est ça qui sort, son épingle du jeu. Donc voilà, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Le tome 2 sort le 22 octobre. Le Renard Doré, c'est un rythme de sortie assez lent, puisque je crois qu'il y a que 3 sorties de manga par mois, hein, le Renard Doré, ou tous les 3 mois, je sais plus. Et pour moi, c'est encore une bonne pioche de cette collection qui décidément sort de belles pépites depuis sa création. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout. Hop, j'ai eu un petit problème de micro. Merci beaucoup, Cam. Et du coup, tu nous as dit que c'était en combien de tomes finis? 4 tomes, fini en 4 tomes, ouais. C'est déjà fini au Japon puisque ça avait été commencé en 2013 et bon, c'est fini depuis je sais plus quand, mais c'est en tout cas c'est fini et les 4 tomes sortiront chez nous, certainement entre 2025 et 2026 du coup. Ouais, bah, c'est cool les petites séries courtes aussi comme ça et instructives. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'avais aimé dans Natsuko no Sake aussi, que tu m'avais fait découvrir. Donc là, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins poussé sur, les informations qui vont être données sur le sujet du manga. Ouais, je te confirme, c'est moins poussé que sur, Natsuko no Sake. Dans Natsuko no Sake, on a vraiment, l'art du saké qui est poussé et c'est vraiment hyper détaillé. Là, ça va être détaillé sur les constellations, mais quand même beaucoup moins poussé. On est vraiment sur ce style slice of life hyper doux où, comme je te dis, l'astronomie est vraiment une excuse, pour montrer, tous les bons côtés des personnages qu'on va croiser, dans cette série. Pour répondre à Trivium sur le chat, est-ce que c'est mon renard doré préféré? Je pense que oui. Je pense que il se classe en première position avec, pas loin, Planetarium Ghost Travel, et aussi, Le Voyage d'Urselune, un one shot que j'ai beaucoup aimé. Mais oui, oui, je pense que clairement, j'ai jamais autant aimé un manga de cette collection-là. OK, chouette. En tout cas, je vois que depuis tout à l'heure, on est pas mal dans la tranche de vie là sur les présentations d'œuvres, il y a moyen qu'il y ait un petit groupe, qui aime beaucoup ce style-là sur le Discord. Moi, ça me va très bien. C'est un super style donc super. OK, génial. Et ben, Saki, si tu es prête, tu peux, à ton tour récupérer le flambeau et venir, nous présenter une lecture. Donc, Elle est là. bonjour à tous. Vous Salut. m'entendez bien? Oui. Pour ma part, je vais encore, me présenter, une œuvre tranche de vie, mais qui est plus, comédie romantique. Donc c'est, Les 100 petites amies, qui t'aiment à en mourir. Du coup, c'est un manga de, Nakamura, Rikito et dessiné par, Nozawa Yukiko. Donc il y a 22 tomes en cours au Japon et 12 tomes en cours chez nous. Donc il est édité chez Mana Books. Alors Les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir, en fait, c'est un manga qui me tenait à cœur de présenter. Du coup, pour vous raconter l'histoire, en fait, on suit l'histoire, de Rentaro, donc un homme, en fait, qui s'est essuyé plus de 100 râteaux, durant le collège et en fait, il décide au lycée, d'enfin trouver, son véritable amour. Sauf que en fait, après s'être encore, essuyé un râteau, il y a le dieu Cupidon qui apparaît et qui lui annonce que celui-ci a fait une bourde. En fait, il aura 100 âmes sœurs.
Donc en fait, ce qu'il peut faire, c'est qu'au départ, il lui dit, bah, pour pas leur faire souffrir, parce qu'en fait, si tu mets un râteau à ton âme sœur, l'autre peut mourir de chagrin. Bah lui, plutôt que de rester célibataire, en fait, il décide de sortir avec toutes. Donc en fait, ici, c'est une vraie parodie des comédies romantiques en général. On va vraiment trouver tous les clichés. On va même retrouver des clichés auxquels on ne s'y attend pas. Donc pour moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur parce que j'ai trouvé que l'auteur était extrêmement fort dans le développement de ses personnages. Après, il faut savoir que les personnages vont automatiquement être clichés, mais justement, ils jouent de ça. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est que plus tu avances dans ta lecture et plus tu as de petits amis. Parce que justement, le but, c'est d'en avoir 100. Et pour autant, à chaque tome, il arrive à toutes les mettre en avant. Et c'est pour ça que c'est un véritable coup de cœur et c'est des barres de rire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, je dirais que c'est une rom-com qui est aussi accessible aux personnes qui n'en lisent pas. Il y a certaines références que les autres auront pas forcément, mais c'est pas gênant dans la lecture. C'est juste que ça peut amplifier l'humour d'avoir certains codes et clichés. Donc pour moi, c'est vraiment une rom-com que je recommande parce que même s'il y a déjà 22 tomes en cours, vraiment l'auteur se renouvelle et il arrive à se renouveler justement dans les running gags. On s'attache vraiment à tous les personnages et c'est vraiment une série que j'attends avec impatience à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un tome tous les 2 ou 3 mois. Donc voilà, je vous la recommande vraiment. OK, c'est un rythme de parution quand même, assez, soutenu. Ouais, c'est un peu l'avantage avec Manabook, c'est que pour tous leurs, titres, ils les sortent, pendant tous les 2 ou 3 mois. OK, chouette et au niveau des dessins, du découpage, de l'univers graphique du manga? Ah, le dessin, franchement, il est magnifique. En fait, le pire dans tout ça, c'est que tu as beaucoup de personnages, mais les dessins sont vraiment, sublimes et d'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote marrante. En fait, il faut savoir que, l'animé, la saison 2, elle est dans le Guinness World des records pour la déclaration d'amour la plus longue parce que le gars, en fait, il y a une, planche dans le manga qui est emblématique où tu as 2 énormes bulles dignes, vraiment d'un roman où c'est que de la déclaration d'amour. Et en fait, ils ont refait ça dans l'animé où la scène, elle dure 10 minutes et ils ont été obligés de l'accélérer pour les épisodes normaux. Ah ouais, à ce point-là, ça Ah doit oui, être il est marrant à vraiment voir dans le en papier. troll, hein. Et il faut savoir même que ce qui est aussi drôle, c'est que tu vas voir, tu sais, l'auteur qui va parler dans son manga pour se dédouaner de certains clichés, tu vois, en disant si vous trouvez ça malsain, c'est pas mon problème, tu vois. Vraiment pour amplifier le côté humour. Bon, ben apparemment tout le monde a voté pour que tu nous lises en direct, la double page avec les 5000 mots. Ah oui, non, ça va durer je sais pas combien de temps. 4 heures après, on est encore au club lecture. Bon, ben chouette, Mais encore non, un titre, feel good, qui a l'air de faire du bien, ça fait plaisir là. Je suis en train de lire du haraï de mon côté, donc c'est bien de voir d'autres choses un peu plus légères. oui et je le recommande, vraiment. OK, chouette. Ben merci encore une fois Saki, hein, tu fidèle au poste, toujours motivé pour présenter une œuvre, ça fait super plaisir. Merci, ça me fait plaisir aussi. Tant mieux. Et voilà, c'était la 5e présentation d'œuvre, du jour et donc je pense qu'on va pouvoir basculer sur la lecture imposée du mois. Et pour la lecture imposée du mois, il y a Panda qui va gentiment nous l'introduire. Alors, du coup aujourd'hui, on va discuter du dernier envol du papillon, un manga court mais intense de Kan Takahama. On y suit Kisho, une courtisane dans le Nagasaki du 19e siècle, à une époque charnière où le Japon commence à s'ouvrir à l'Occident. Entre histoire d'amour, critique sociale et mélancolie, ce récit soulève des questions sur la liberté, le rôle des femmes et le poids des traditions. C'était à peu près le résumé de ce qu'on peut en faire. Moi, de mon côté, j'ai trouvé que c'était un petit one-shot court à lire, mais qui était assez intense en vrai, où on découvre effectivement la vie de cette femme. Bon, j'espère que tout le monde l'a lu, hein, parce que ça va spoiler un petit peu. Qui, Oh bah là, je pense qu'on peut, hein. voilà, qui donne tout pour son mari qui est malade. Euh,
quitte à aller à retourner se prostituer du coup. C'était voilà, quelque chose de très beau qui m'a touché. Le manga en lui-même est très très bien dessiné. Tout à l'heure j'en parlais un peu à Trivium, j'avais l'impression qu'il était en couleur mais en nuances de gris. J'avais l'impression de voir le manga qu'avec des pages couleurs. Ok, Voilà. Je sais pas ok, s'il y en a qui ok. veulent rebondir sur des choses, peut-être prendre la parole aussi. Bon, puisqu'on Ben, est je vais encore 7 rebondir, ans. là, je feuillette, ouais, il y a deux, trois pages couleurs, et les dessins sont assez beaux. Et moi, je l'ai lu il y a, je pense, assez peu de temps, genre 10 jours, 15 jours. Et ça me fait une sensation assez bizarre, là. Tout à l'heure, j'ai essayé de me replonger dedans pour me remettre dans le bain, et je me suis rendu compte que je me rappelais pas de grand-chose de cette lecture. Pourtant, je l'ai bien aimée. Elle s'est pas trop imprimée dans ma mémoire. Je me souviens que ça m'a beaucoup fait penser à certaines parties de Jean. euh, et que oui, que c'était agréable à lire, que c'était plutôt bien ficelé, que les dessins étaient chouettes. Mais la lecture m'a pas marqué plus que ça à titre personnel, quoi. Je pense que je te rejoins un petit peu là-dessus, Nips. Moi, je l'ai lu il y a un mois ou 2 mois, je sais plus. Je sais que j'ai beaucoup aimé sur le coup, parce que les dessins de Ken Takahama, c'est quand même ce qui se fait presque de mieux, on va dire, hein, dans le manga. Les pages couleurs, elles sont absolument sublimes, les quelques pages couleurs qu'il y a. Et l'histoire était cool, mais par contre, là, je l'ai pas relu pour l'occasion, parce que je me suis dit, bon, c'était il y a un mois, je vais m'en rappeler. Et en fait, je relisais le résumé tout à l'heure, je me disais, mais putain, mais je l'ai vraiment lu. Je me rappelle plus de grand-chose. Donc, je sais pas si c'est symptomatique de certains one-shots de Ken Takahama, mais c'est vrai que c'est la deuxième fois que ça m'arrive avec une œuvre de l'autrice, même si j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai l'impression que c'est le petit défaut, c'est que ça marque pas dans le temps. Ouais, c'est rigolo qu'on ait eu la même impression. Surtout que ma lecture est récente, quand même, plus récente que toi, au final. Ah ouais, je sais pas s'il y en a d'autres à qui ça fait ça, ou est-ce que on est les deux seuls. Peut-être que c'est le sud, hein, qui fait ça, c'est le soleil aussi. Ah ouais, ça nous tape Ouais. trop sur la tête, là, surtout C'est en ce ça, je moment. pense. Ouais. Après, moi, c'était ma découverte hein, de l'autrice, donc je peux pas comparer avec d'autres récits. Il faudra que j'en lise d'autres à l'occasion, hein. C'était lequel, Cam, l'autre one shot que tu avais lu? Il faut que je te retrouve ça, mais je crois que c'est Tokyo Amour et Liberté que j'ai quand même beaucoup aimé. Je crois que j'ai encore préféré Tokyo Amour et Liberté à celui-ci. Mais là, tu me demandes de t'en parler, j'ai du mal. Que je l'avais lu aussi, Tokyo Amour Liberté, je suis d'accord que j'ai une préférence pour celui-là également. En fait, dans le dernier Papillon, c'est plaisant et tout ça, mais il y a un côté peut-être un poil superficiel dans le sens où ça manque un peu de profondeur, je trouve, au niveau de la relation entre les personnages. Alors, c'est pas mal fait, mais on dire, tout est un peu trop succinct, je trouve. Ouais, je trouve aussi, je trouve que peut-être le format one shot fait que fatalement on manque de temps pour s'attacher au personnage et pour s'attacher à l'histoire. Parce que si on compare avec la lanterne de Nyx qui est en 6 tomes de la même autrice, là tu me demandes de te raconter l'histoire, ben là je me rappelle très bien. Peut-être que c'est ce format one shot qui fait ça, quoi. Donc, tu vois, pour, à ton titre de comparaison, Tokyo Amour et Liberté, je le trouve peut-être un peu plus maîtrisé, ou en tout cas, je sais pas, mais comme la relation entre les deux protagonistes principaux se fait tout du long du manga, tu as le temps de bien les apprécier et de voir leur relation évoluer. Là où je trouve que la relation entre l'héroïne et puis du coup, la personne qu'elle essaye d'aider, en fait, au final, je vais pas dire qu'on n'y croit pas, mais on n'a pas vraiment assez d'éléments pour qu'on s'y attache vraiment, du coup, je trouve à ce niveau-là, ou même avec le médecin aussi. L'histoire avec le médecin, je la trouve un peu trop rapide pour que ce soit vraiment marquant. Ben Mais ouais, je j'ai peut-être pense vu qu'il y un a une question de problème. format pour le coup. Après, pour ma part, c'est un one shot que j'ai beaucoup apprécié. Mais en fait, je me dis que le souci, c'est qu'il peut être un peu oubliable assez rapidement. Peut-être parce qu'on s'attache pas forcément à tous les personnages. Je trouve qu'on s'attache beaucoup à la protagoniste, mais on s'attache un peu moins au médecin qui est assez important. Et je trouve qu'on s'attache pas vraiment non plus à son frère. Et je me demande si c'est pas lié justement au format court aussi. Bah, après, je te dis, ça dépend, parce que pour Tokyo Amour et Liberté, pour le coup, on s'attache vraiment au couple qui se forme dans ce seul volume, qui d'ailleurs en plus
est plus ou moins lié, à l'histoire, personnelle de la mangaka, si ma mémoire est bonne. Je sais que dans la postface, je crois qu'elle en avait parlé, mais du coup, non, c'est pas une reproduction fidèle ou quoi que ce soit, mais je crois qu'elle s'est inspirée de ses ancêtres, intellectuellement. Mais moi, celui-là me semble un peu plus marquant, dans une lignée assez, en plus, similaire, parce que ça parle, aussi de prostitution, il me semble. Oui. Donc, j'encouragerais plus, à lire Tokyo que le dernier envol du papillon, même si ça reste une lecture, tout à fait plaisante et assez réussie quand même. C'est une Oui, c'est lecture réussi. assez Vas-y, Saki. c'est une lecture assez plaisante. Bah, après, peut-être que le seul bémol, c'est que c'est un peu trop prévisible sur certains points. C'est le seul reproche que je ferais à ce titre. Moi, peut-être Je suis que d'accord, je le vais... côté possible. Ouais, Non, moi, vas-y, je vas-y, pardon. disais, peut-être que je vais changer d'avis d'ici 6 mois parce que moi, contrairement à vous, je l'ai lu il y a à peine 1 heure ou 2. Donc, évidemment, qu'il me reste pas mal en mémoire. Après, j'avais quand même lu les 4 premiers chapitres il y a peut-être 3 mois. Et en fait, étonnamment, je me souvenais, mais là, j'ai relu d'une traite l'ensemble. Mais je me souvenais en fait super bien des premiers chapitres, de rien, donc de l'ensemble des personnages, même après 3 4 mois. Donc moi j'ai l'impression que ça m'a peut-être un peu plus marqué. Et j'avais bien aimé, moi ça m'a fait un peu penser au journal de mon père, sur le côté, donc notamment avec donc ce qu'on pense être son neveu, donc la relation entre Kenzo et Kochi, sur le fait qu'en fait il la connaît pas très bien et sur le côté préjugé et justement tout le manga qui lève les préjugés qu'on peut avoir sur les courtisanes avec je trouve toutes les courtisanes qui ont des sentiments, des réactions qui sont assez réalistes, je trouve, assez diverses, assez réalistes. Donc, moi, je pense quand même, mais on en reparle dans 6 mois, je pense quand même que c'est un one-shot qui va me marquer. Mais surtout sur le personnage de Kochi. Donc, je rejoins Seki sur le côté. Je trouve pas qu'on s'attache beaucoup au reste des personnages. Pour moi, il y a vraiment la protagoniste qui ressort. Mais je la trouve quand même assez marquante comme personnage. Pour le coup, moi, j'ai un avis peut-être un peu plus tranché, un peu moins gentil. C'est ma première œuvre de Ken Takahama. J'ai trouvé ça un peu, ouais, déjà le côté prévisible dont parlait Saki, je suis d'accord, et surtout t'as l'impression que à la fin du truc, j'ai lu un résumé de plusieurs autres œuvres qui parlent de ces sujets-là. Et effectivement, donc des personnages qui m'ont pas spécialement marqué, j'aurais même pas été capable de redire les noms alors que je l'ai lu avant-hier. C'est très court même pour un one shot parce qu'il y a des one shots qui sont quand même un peu plus longs. Là, je crois que c'est 150 pages. Euh, je dirais que le truc qui est vraiment donne du crédit à l'œuvre, selon moi, hein, bien sûr, c'est le dessin avec pas mal de enfin les ancrages sont forts avec pas mal de noir et j'ai trouvé ça vraiment chouette à ce niveau-là, mais en dehors de ça, l'histoire, j'ai trouvé vraiment banale et, et presque résumée de d'autres œuvres de cette époque-là et de ces sujets-là, quoi. Ok. Ouais, mais ça a été dit un petit peu tout à l'heure, je crois, en diagonale. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui m'ont pas touché, qui auraient pu être touchantes ou qui étaient à destination d'être touchantes ou des relations où il y a un début de quelque chose qui se crée et ça n'a pas réussi à m'attraper en profondeur comme ça peut arriver sur d'autres récits. Et puis on a peut-être aussi un personnage féminin qui se qui je pense est pensé, par l'autrice pour être vraiment fort, puissant, avec du caractère et cetera, mais qui est, je trouve, peut-être pas encore assez marqué. C'est peut-être un peu dommage. Alors que pour le coup, oui, enfin, essaie peut-être de continuer à vendre son corps pour c'est son mari, c'est ça? Je sais plus si c'est son mari ou son père, son mari, je crois. Et c'est quand même quelque chose qui est pas anodin. Mais, peut-être que c'est moi aussi, hein, mais je pense qu'il manque un petit truc un peu partout, quoi, et ce qui fait qu'il y a l'impression d'un manque, à la fin de la lecture. Bon, globalement, il y a plus de personnes qui sont pas tombées sous un charme fou, même si le récit et le manga ont des qualités, que de gens qui l'ont vraiment aimé. Dans le chat, il y a Lady qui l'a bien aimé, apparemment, même plus que ça. Et Barm aussi, si j'ai bien compris.
Ouais, moi, franchement, je l'ai trouvé assez chouette. Bon, après, je pense que je lui donnerais un 14-15 sur 20. C'est pas non plus ma lecture de l'année. Mais sur le côté, peut-être qu'il manque un truc pour s'attacher au personnage. Moi, je pense que j'ai bien aimé le côté où on tombe pas dans le pathos. En fait, on aurait pu avoir un traitement type Pavillon des hommes pour reprendre le côté courtisane. Et moi, j'ai bien aimé le fait que, en fait, ça décrit leur quotidien, un quotidien qui peut être un peu dramatique quand tu prends du recul, mais en fait, bah voilà, c'est leur quotidien. Elles acceptent la sorte de prison dans laquelle elles sont. On a beaucoup cette image avec les barreaux où en fait elles acceptent leurs conditions parce que entre guillemets c'est trop tard pour elles pour s'épanouir dans le monde extérieur. Ouais, je sais pas, j'ai bien aimé le ton en fait du manga sur ce sujet. Après, j'ai pas non plus lu beaucoup de mangas qui parlaient de courtisanes, mais je pense que c'est la première fois que je le voyais traité de cette façon-là, donc voilà, j'ai plutôt bien aimé. Mais à voir si, comme je le disais, d'ici 3 à 6 mois, je m'en souviendrai autant Ouais. qu'aujourd'hui. Je vais peut-être avoir le même avis que vous, ça va peut-être se transformer hein, avec le temps. Donc voilà. Bah, ça va, au club de lecture 7, on fera un point sur le sujet. On verra. Bon, est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose à propos de cette lecture? D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas Marsu et Croté pour en parler. C'était la proposition à Marsu qui avait été tirée au sort. Bon, mais ben, apparemment pas. Du coup, Ah, un micro s'est levé. Non, j'allais juste dire que malgré mon avis qui peut paraître un peu sec, enfin, j'ai quand même envie de découvrir ce que l'autrice a fait à côté parce que je pense qu'il y a quand même des choses qui sont chouettes dans sa bibliographie globale. Enfin, qui pourraient me tenter plus en tout cas. Ouais, bah, je te conseille vraiment la lanterne de Nyx, du coup, si tu veux vraiment la découvrir. Alors moi, je pense à 4-5 œuvres découvertes de l'autrice, et vraiment la lanterne de Nyx, bon, bah, c'est parce que c'est une série peut-être plus longue aussi, mais c'est vraiment celle qui est au-dessus du lot pour moi. Ok, c'est noté. Mais je pense peut-être ouais, peut-être que si c'était 2 tomes ou 3 tomes, peut-être que ça aurait ajouté des choses qui m'auraient plu aussi, peut-être, en effet. Bon, tant de Tokyo Amour et Liberté, hein, c'est qu'un one-shot, et moi je le trouve globalement vraiment bien, vraiment pas mal. Et après, tu parles de la Lanterne de Niska, mais t'as aussi le préquel, alors je l'ai pas lu, enfin j'avais lu que le premier tome à sa sortie, mais t'as le préquel des saisons de Gishima aussi, si on veut rester dans le même univers. Et celui-là, il me tarde de le Et lire. puis, elle a fait aussi des trucs dans d'autres univers bien différents, je crois, même avec des auteurs ou dessinateurs ou autrices dessinatrices francophones. Pas de bêtises, enfin, Kanta Oui, Kalama, elle a quand même et, une biographie elle avait large. adapté le roman, je crois que c'est L'Amant, du coup, et donc là qui est au format BD. Personnellement, ça m'a pas marqué, je m'en rappelle à peine. Euh, C'est celui que j'avais noté le plus de côté. Mais on verra. Ouais, c'est quand même Après, je un suis J'ai style pas pas. encore lu. assez à cheval entre la BD et le manga en général, Kenta Kama. Et elle a, je crois qu'elle a vécu en France aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, à Angoulême, il me semble. Un truc Je sais comme pas. ça. Il me semblerait qu'elle a vécu en France. Et je crois que j'ai entendu par contre que Sad Girl, c'était pas bien celui-là. Tu peux l'éviter. Je confirme, je l'ai lu et c'est vraiment le moins bon que j'ai lu. Ouais. Pour le coup, les 2 que j'avais notés, enfin, vraiment de côté, c'était L'Amant et l'autre, c'est Kinderbook, je crois, qui est un recueil de petites histoires qu'elle avait publiées, enfin, qui était prépublié dans Garou, début 90, de mémoire. Celui-là, j'ai pas testé, je pourrais pas te dire. C'est un truc de la collection Saccade il y a 20 ans, qui est plus dispo Oui, aujourd'hui et oui, c'est Kinder qui se Morgan. trouve assez facilement pour pas C'est cher. ça. Ok, alors j'ai l'impression que Lydie, elle lève la main, mais j'arrive pas à la faire monter. Panda, est-ce que tu es sur le coup? 1, 2, 1, 2. Moi, t'as réussi, Ah, hein. c'est bon. C'est bon, on t'entend. Ah, Parfait. bonjour. Oui. Vas-y, on t'entend, Oui, tu peux oui, y on aller. t'entend. Oui, super, c'est la première fois que je suis au téléphone, du coup, je le tentais. C'est moi ou je suis encore une des seules à vraiment avoir beaucoup aimé ce one shot? On est deux, Comment? Lady, on est. Merci. Non, mais en vrai, je trouve que comment? C'est compliqué pour un one shot de traiter tous les sujets qu'il a envie de traiter.
de garder la cohérence entre des pavés de texte et des graphiques un peu sympas, enfin des graphismes un peu sympas et d'avoir aussi entre guillemets «une fin sympa» et je trouve que celui-là, il a toutes les cases, il a tout coché, c'est tout bon. Hem et je trouve que tous les personnages, ils ont une place en fait, même les courtisanes entre guillemets «les moins importantes», qu'on voit de manière plus fugace et ben, l'auteur, il leur met toujours une petite touche de: «Tiens, celle-là, tiens celle-là elle est chiante, celle-là elle est jalouse, celle-là c'est la tenancière mais en fait elle a un peu de cœur quand même, faut pas déconner» et et franchement, bah, moi je trouve que ça a été une œuvre assez complète et par rapport parce qu'en ce moment, il y a un peu une mode sur les courtisanes, j'ai l'impression. Il y a pas mal de mangas ou d'animes qui sortent là-dessus. Et celui-là, je trouvais qu'il changeait agréablement, quoi. On avait l'héroïne, puis on avait des petites fenêtres un peu autour. On avait le rapport avec les Occidentaux. Euh, entre les Occidentaux qui, pour les moins sympas, qui prennent le Japon comme des sauvages un peu marrants, un peu civilisés, avec plein de coutumes. Et ceux comme le médecin qui, eux, ont un peu plus de respect, mais ils sont un peu maladroits, quoi. Aujourd'hui, ce serait comme nous, les Français, quand on va au Japon, quoi. Et donc voilà, en résumé bref, j'ai beaucoup aimé. Puis il y a aussi Ben, un peu, oui? non, vas-y, je te laisse finir, pardon. Ah oui, non, mais je partais sur un dernier truc, c'est que, on a aussi un peu l'opposition entre la médecine japonaise et la médecine occidentale, bah, justement, qui se confrontent un peu entre les croyances qui marchent pas trop et puis les médicaments qui, eux, sont pas encore tout à fait développés, mais ça marche un peu. Enfin, il y a plein de chocs de culture comme ça, que ce soit pour la médecine, la culture entre japonais et occidentale, et entre les jeunes et les plus âgés, avec le petit Kenzo qui au début du manga est encore tout naïf et à la fin, bon, il a pris deux trois claques, morales dans la figure, puis il s'est assagi le petit. Donc voilà, je termine là-dessus en disant que c'était bien maîtrisé, pour ma part. Eh ben, c'est bien, hein, ça prouve qu'on a juste tous des avis différents. Dans tous les cas, là, ce qu'on dit, je pense que dès qu'on prend la parole, on est à fond dans la subjectivité et on juge pas, je pense, ni un auteur, Ah ni oui! son œuvre. On parle de ressenti et c'est bien qu'il y ait tellement de contrastes entre les avis et Mmh. qu'ils puissent être échangés, hein. Du coup, merci beaucoup d'avoir pris la parole et d'avoir mis toutes ces qualités qui existent et c'est vrai c'est un exercice, très difficile. À mon avis, en si peu de pages, développer une histoire, des personnages, surtout quand on veut que ce soit complexe. Mais en y C'est ça. repensant là, en écoutant tout ce que vous avez dit, surtout l'échange des médecines, je pense que ma lecture, elle a été un peu desservie par, la lecture que j'ai fait précédemment de Jean qui, chope à certains moments les exacts mêmes sujets et je trouve que c'est fait de manière, en tout cas moi qui m'a beaucoup plu, de manière assez brillante et du coup en contraste avec ça, qui s'étale sur plusieurs volumes, il y a le temps d'aller, au fond des choses, d'explorer les sujets en détail, peut-être que ouais, ça a vraiment desservi ma lecture, de ce one shot là. Et si je peux me permettre une dernière remarque, c'est peut-être aussi la manière dont je l'ai lu qui fait que j'ai autant accroché. Parce que moi, le one shot, du coup, je l'ai pas lu en une fois. Je le lisais, à mes pauses, du boulot, le midi. Donc en fait, entre chaque fois où je lisais, bah, j'attendais la suite. Donc ça a peut-être joué sur le fait que j'ai bien accroché, quoi. OK. J'ai OK, fini. OK. Parfait. Bon, j'ai l'impression que pas mal de monde a pris la parole déjà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Bon, ben, parfait et du coup, je pense qu'on va basculer, maintenant sur le deuxième moment de discussion, partagée, qui va être le débat. Alors le débat, l'idée a été proposée par Marsu et il m'a envoyé un texte, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement il peut pas être là. Il m'a envoyé un texte que je vais lire, juste le temps d'aller dans mes DM et de le ressortir. Voilà, en fait, il a fait un petit texte, d'introduction, heu, au débat. Alors,
Pour le débat de ce mois-ci, j'ai choisi un sujet qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années, la prolifération des éditions collector et des éditions limitées. Même si les collectors existent depuis des dizaines d'années dans le monde du manga, le vrai point de départ de cette tendance, c'est sans doute les éditions spéciales des tomes 98 à 100 de One Piece, pardon, lancées pour célébrer l'arrivée au centième tome de la série. Ces collectors, très travaillés et vite devenus objets de convoitise sur les sites de revente, ont rencontré un succès fou. Ils ont montré aux éditeurs qu'il y avait un vrai marché pour des éditions premium de maths. Il n'a pas tort. Le phénomène s'est ensuite accentué avec d'autres grosses séries, et depuis, c'est devenu une habitude pour ces séries populaires. Dandadan, My Hero Academia, Chainsaw Man, certaines ont presque un collector à chaque sortie. Alors bien sûr, ça peut être vu comme un plaisir pour les fans, un moyen de rendre hommage à une série qu'on aime, mais on peut aussi se demander, est-ce que ce n'est pas devenu trop? Est-ce que ça ne crée pas de la frustration chez ceux qui ne peuvent pas suivre? Est-ce une bonne chose pour l'industrie ou une dérive commerciale et marketing à court terme? C'est ce dont je vous propose de discuter ensemble aujourd'hui. Et c'est ce dont on va discuter. Merci beaucoup, Marsu. Alors, pour ma part, je veux bien commencer le débat si possible. Avec plaisir. Faut savoir que moi, j'ai plusieurs avis concernant cette question, autant d'un point de vue consommateur que, on va dire, vendeur. En fait, faut savoir que pour avoir fait beaucoup de conventions, malheureusement, qu'est-ce qui parle le plus? C'est les collectors. Ça veut dire que pour une boîte, en fait, on a limite pas trop le choix, de faire des collectors, des produits dérivés parce que ça se vend beaucoup. Du coup, je peux comprendre que des éditeurs comme Kiyun fassent, des collectors à chaque, Jujutsu Kaisen, My Hero, Frieren, parce que ça part comme des petits pains. D'un autre côté, et c'est là où je vais être un petit peu contradictoire, c'est que je trouve que faire trop de collector peut, tuer le collector parce que ce qu'on peut reprocher, et là, je vais surtout évoquer l'exemple de Meian, c'est qu'il y a trop les mêmes produits dérivés qui reviennent. Et par exemple, Meian, on le voit bien, à chaque collector, ils font les mêmes produits dérivés avec ex libris et posters. Je sais que Kiyun, il y a beaucoup des badges qui reviennent et je trouve au bout d'un moment que ça peut produire l'effet inverse parce que les gens vont dire: «Bah, j'ai déjà ce produit dérivé-là». Et surtout, c'est qu'il y a des collectors, je trouve, qui coûtent trop cher pour le contenu que c'est et je vais notamment, prendre l'exemple de Spy Family. Je sais plus c'était pour quel tome, mais ils avaient fait un collector en forme de boîte rectangle où ils avaient remis, tous les mêmes marque-pages, il y avait en OP dans les librairies et celui-là, encore aujourd'hui, on en trouve dans des Leclerc, tout ça, il y a déjà 2 ans. Donc voilà, je trouve que c'est le type de question, en fait, c'est compliqué de donner un avis vraiment tranché dessus. Parce que c'est vrai que d'un côté, les produits dérivés, ça se vend vraiment. D'un autre côté, il faudrait peut-être se renouveler dans les produits dérivés, pour attirer, du public. Et après, je trouve, en fait, qu'on perd le côté, passionné du livre. Parce que certains, en fait, ils achètent limite, qu'un seul collector, d'une série et en fait, ils s'en fichent de la licence. Ils achètent même pas, les autres, les autres tomes, quoi, ce qui est dommage. C'est clair. Mais c'est vrai que là, le sujet, il est très large et il y a tellement de choses à dire et ça peut être justement intéressant d'aussi pouvoir entendre, je ne sais pas si vous voulez le faire quand vous allez prendre la parole, mais que vous parliez chacun aussi de votre rapport au collector, de si vous en consommez, de si c'est important pour vous ou l'inverse, vous le fuyez. Mais je me dis que pour certains éditeurs, des fois, je vois des séries limitées ou des sortes de collectors ou des événements autour d'une sortie d'un titre qui, pour moi, ont une utilité parce que des fois, elles peuvent générer soit des bénéfices supplémentaires pour l'auteur et pour tous les gens qui travaillent autour de cet auteur, y compris l'éditeur. Et des fois, c'est sur des maisons d'édition plutôt petites qui prennent des risques dans leur démarche éditoriale. Du coup, trouver des moyens de sortir un produit, parce que pour eux, c'est aussi ça, qui va pouvoir générer un peu plus de trésorerie pour pouvoir continuer à vivre et sortir d'autres titres. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée et en plus que ça peut donner plus de plaisir aux fans d'une série ou d'un auteur. Après, en effet, on voit quand même beaucoup de dérives ces derniers temps et ça fait un peu grosse machine à cash. Heu
et c'est pas très agréable à voir de mon point de vue sur, par exemple, My Hero Academia. Il y en a tellement que jamais je vais me dire que je vais me faire le plaisir de les acheter, quoi. Ah non, ça, je Je suis me tout à fait permets d'accord et juste du coup pardon, je vais un peu ouais, rebondir sur ce vas-y. que tu disais. Effectivement, tu as certaines maisons d'édition, bah, tu vois, là, par exemple, je sais que, Nabhan, pour Jésus, de ce que j'ai compris, ils ont fait pour l'instant qu'un seul tirage et c'est pas sûr, qu'il y a un autre tirage à l'avenir. Mais parce qu'en fait, c'est des bouquins qui se vendent pas forcément et surtout, qui coûtent, assez cher à produire. Surtout, je crois que Jésus, c'est tout en couleur et ça, c'est vrai que parfois, il y a un peu ce côté-là de, bah, on n'a pas le choix de faire une édition, limitée parce que c'est vrai qu'en plus, bah, limité, ça peut être un peu le mot magique, pour que les gens achètent, assez rapidement et surtout, c'est qu'après, bah, ça recoûte cher parce qu'il faut les stocker, faut, faut se les trimballer, sur plusieurs années. Mais ça, c'est plutôt un cas spécifique du collector. C'est vrai. J'allais, moi revenir sur un petit truc que tu disais Nibs, sur les petits éditeurs qui pourraient faire effectivement un travail sur des collectors et cetera. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai compris, j'espère que je déforme pas tes propos. Moi, j'ai quand même un peu Exactement ça. l'impression justement que le collector j'ai quand même, moi, plutôt, ouais, un peu l'impression du contraire, que les collectors sont un peu réservés aux plutôt gros éditeurs qu'aux petits. Alors, il y a quelques opérations qui sont faites parfois par le Lézard Noir, par Naban, il y a quelques ex-libris de temps en temps. Bah, pour Jésus, je suis pas au courant, donc je préfère ne pas en parler. Mais, euh, mais du coup, moi, j'ai quand même cette impression que c'est un truc qui fonctionne par la masse, avec le fonctionnement en tout cas qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est beaucoup chez Kurokawa, chez Crunchyroll, chez Kiun. Pika, il y en a un, enfin quoi, Pika, on pourra revenir sur les 36 000 jaquettes cachées là. Mais bon, c'est encore un petit peu différent. Mais j'ai quand même un peu cette impression justement que ça s'oriente beaucoup vers un marché qui est propre aux gros éditeurs ou aux éditeurs majoritaires qu'on a aujourd'hui en France et qu'il est mais vraiment abreuvé, mais beaucoup trop. Ouais. Il y a une sorte de gavage de séries et pour le coup là je vais cibler principalement deux éditeurs qui sont Kurokawa et Kiun qui ont d'ailleurs pas les mêmes logiques de collecteurs à mon sens. Mais Saki, tu parlais tout à l'heure de Spy Family. Spy Family, c'est vrai que enfin, pour moi, enfin, c'est à la limite du scandale de se dire que pour avoir tous les collecteurs, on paye 3 fois le prix de la série en neuf. Des collecteurs qui font, pour certains, 30-40 euros, qui sortent 2 fois tous les 3 tomes. Enfin, pour moi, on arrive à quelque chose qui est plus prendre le consommateur pour un pigeon que vraiment lui faire plaisir, en jouant, je pense, beaucoup sur l'addiction des gens à ces produits-là. Le fait d'avoir le truc enfin, que tout le monde souhaiterait, sauf que ça touche pas mal de séries qui ont un public peut-être plus jeune que nous dans ce podcast. Et je me dis, enfin, moi j'avais vu ça notamment, là je vais passer de Kurokawa Kyun, mais pour les carnets de l'apothicaire, le dernier collector, donc pas le prochain qui sort en septembre, mais c'était le dernier, ça va être le 13 ou le 14, je sais plus, le 13. Le 13. Il y a un an, j'avais vu, donc moi j'avais fait quand même 3 heures de transport pour l'avoir, comme un pigeon, et j'avais vu des parents souhaiter l'avoir pour leur enfant, et comme en plus ce collector a été distribué d'une certaine façon, il était quand même assez vite en rupture, hein. En une semaine, il était en rupture un peu partout. Je lui dis, mais punaise, enfin, c'est quand même jouer sur les émotions pour certaines séries d'un public jeune, voire très jeune, qui, à mon sens, est proche du malsain pour certaines séries. Et je pense en l'occurrence à Spy Family, à MHA, et du coup, les carnets, ça pour le coup, là, peut-être la moyenne d'âge est un peu plus large, mais c'est pas quelque chose qu'on va retrouver sur des séries qui ont un public averti et plus âgé. Et je pense que c'est pas un hasard complet, je trouve, et je trouve ça un peu malsain pour le coup. Après, je vais un peu rebondir sur ce que tu dis parce que tu m'as fait penser à quelque chose du coup. Faut savoir aussi qu'il y a, bah, le public aussi réclame du collector parce que je sais pas si vous en êtes aperçu, mais je pense à l'exemple de Yona, princesse de l'aube. Tout le monde voulait des collectors pour cette série et c'est vrai que je trouve ça assez dingue, bah, cette grosse addiction à tel point que certains vont harceler les éditeurs sur les réseaux sociaux pour avoir un collector d'une série. Ça m'a vraiment choquée pour le coup. Je vais aller Il y a, aussi il y dans a un ce réel besoin, ouais. sens-là. Je Enfin, vais aller une aussi réelle dans ce demande, pardon. sens-là, dans
dans le sens où pour moi, l'intérêt principal des collectors, c'est de faire du fric pour les éditeurs pour potentiellement avoir des séries plus de niche ensuite pour les autres. Parce que concrètement, le but principal maintenant du collector, c'est de prendre les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des vaches à lait. Parce que quand t'as toute une partie qui réclame effectivement des collectors pour telle ou telle série, c'est qu'en fait, généralement, c'est des choses qui sont, moi je trouve, d'un intérêt limité, et on va dire que ça c'est que mon point de vue. Euh, Si tu demandes à chaque fois, tout le temps ces trucs-là pour telle ou telle série, c'est que t'as envie qu'on te prenne pour une vache à lait. Et moi j'avoue que je trouve ça un peu agaçant personnellement. Je disais ça qui réclamer ça en permanence. Et les cas, par contre, où ça peut être utile et intéressant, je trouve que c'est le cas d'Hunter x Hunter avec le tome 0 qui va sortir dans le collector du tome 38. Parce que Kana disait qu'ils ne pouvaient pas le sortir autrement et qu'ils vont prévoir un gros tirage pour satisfaire le plus de personnes. Mais je trouve que du coup, ce type de collector-là a un intérêt parce qu'on reste dans le côté justement de la série, quelque chose que tu ne pourrais pas avoir dans un tirage classique, on va dire. Non, ça, je suis assez d'accord avec toi et je sais que on avait eu pareil pour Valalian où ils avaient fait une espèce de petit livret cartonné. Je sais que Pika a fait de même avec Gachakuta où ils ont ressorti les premières œuvres de l'auteur mais qui faisaient, je crois, 20 ou 30 pages, pas plus. Ouais, ça, Je Juste pourrais pour pas faire, apporter de réponse à je connais pas. juste pour faire une petite aparté, moi, par exemple, quand je disais que des fois, ça pouvait avoir des utilités, je parlais pas forcément de Spy X Family, mais par exemple, Uber Éditions, si j'ai bien suivi, ils ont fait des éditions limitées, par exemple de certains artbooks, j'en ai un en tête, hein, et je trouve que c'est plutôt cool pour la communauté et pour le plaisir quand tu es passionné par un auteur de pouvoir avoir accès à ça, un format un petit peu plus grand et cetera et cetera. Eux, ça leur fait des revenus en plus et ça régale, c'est sur un public de niche, des vrais passionnés. Donc des fois, ça peut exister, et que ce soit positif. Après, on va Je peut-être je pense que avoir c'est aussi pour des vrais passionnés, pour Spy Family, hein. Enfin, je pense que c'est pas le même type de passionné, ni le même type de consommateur, mais je pense pas qu'ils soient, moins passionnés, hein, mais je pense qu'ils sont pris pour des pigeons et que, certaines personnes sont addictes un peu de ce processus. Oui, pardon Trivium, je t'ai coupé. Ils sont pas non, moins je disais passionnés, c'est sûr et certain, mais c'est juste que quand tu enchaînes les collectors, un passionné de Spy X Family, 15 ans, on va dire, s'il a qu'1 seul tome collector, il sera quand même content. S'il en a 3, il sera content, de la même manière, quoi. Là, c'est juste une manière de tirer plus de fric et s'il y en avait un peu moins, je pense que les gens, s'en remettraient très facilement et n'y penseraient pas, quoi. après, peut-être que chez les petits éditeurs, on va avoir plus aussi comment dire, d'opérations comme essaye de le faire IMHO avec le facsimilé de La Fillette des Enfers de Hideshi Inno, où là, on est quand même sur un public vraiment de fans parce que le prix va sélectionner les gens. De toute façon, déjà, rien que l'éditeur sélectionne le- les gens, parce que tout le monde ne connaît pas IMHO. Euh, et avoir du coup un produit à 120 euros, il n'y a que les gens passionnés par la série, surtout que c'est quelque chose qui est en japonais, donc qui va pas être traduit, donc qui est pas là pour lire, c'est vraiment un objet de collection. Là, pour le coup, on est dans quelque chose qui peut être plus intéressant en tant qu'objet, euh, à mon avis. Et peut-être qu'on aura plus de choses comme ça à l'avenir. Si je l'aurais dissocié pour le coup je pense que de la notion de collector dont on dont on parle, pour le coup, le travail d'IMHO, moi j'aurais plutôt, enfin j'aurais parlé d'une mise en avant d'un travail d'artiste, et d'une œuvre au global, celle de Hideshi Inno, qui à mon sens diffère, d'un éditeur que pour le coup je suis pas beaucoup, qui est Meian, mais qui, juste en lisant les news, enfin si on prend tous les collecteurs de chez Meian, on a un mur d'ex-libris et des marque-pages, je pense qu'on peut en avoir des par dizaines, voire par centaines. C'est C'est vrai qu'on est- c'est Il y a le côté je pense, rentabilité aussi, qui fait que ça a un côté collector et que ça prendra de la valeur avec le temps, parce que les gens, pourquoi ils se ruent dessus?
encore pas sur tous les collectors, hein, parce que faut croire surtout sur les séries qui marchent bien que ça se vend, forcément. Mais les gens, achètent par peur de manquer, en fait, simplement, par peur qu'il y en ait plus et après ils le retrouvent pas à bon prix. C'est Tu pousses les gens à la consommation parce qu'ils disent: «Ah oui, ça, dans 2 jours, il y en aura plus donc faut que je me dépêche de le prendre» et c'est pour moi, enfin, c'est pas la politique pour moi d'IMHO, de pousser les gens à la consommation, mais on reste dans ce côté, tirage limité, donc la valeur avec le temps. Bah, justement, vous m'avez fait penser à un type de collector, à l'instant, c'est les campagnes Ulule. Alors, je sais pas si l'éditeur, Komogi, vous parle, mais c'est eux qui ont sorti, Modao, donc The Grand Master of Demonic, Cultivation et eux, par exemple, en fait, faut savoir qu'ils font, que des collectors à chaque campagne Ulule et mais tu même des délires de collectors ultra limités où faut que tu sais que tu te connectes à leur newsletter, que tu reçois en vitesse ton alarme par mail pour que tu accèdes à des packs, privés et ça, je trouve que ça fait très, machine à sous et comme vous dites à juste titre, hein, vache à lait parce que je me dis, ils ont quand même créé quand même un système où en fait, tu en as qui sont «privilégiés» entre guillemets si tu t'inscris, par mail pour accéder à des packs, cachés. Et ça, après, je peux me dire que d'un côté, d'un point de vue marketing, c'est bien parce que justement, bah, ça permet de se faire énormément de sous parce que ça marche, hein et à chaque fois, en moins d'une heure, ils ont déjà atteint, le palier. Après, la grosse, ce que j'aime pas, c'est que je trouve qu'en fait, c'est un peu, déloyal par rapport aux librairies parce que tu sais que les gens, ils vont surtout acheter sur les campagnes Ulule, pour les produits dérivés. Hem et c'était ouais, c'est tout à peu près. Et ça, par exemple, bah, c'est possible qu'à terme, ça se démocratise. Après, c'est à voir, est-ce que des gros éditeurs vont s'y mettre? Je sais pas. Ou est-ce que ce sera réservé qu'à des cas spécifiques comme Komogi? Ça, je sais pas non plus. Pour le coup, pour les campagnes Ulule, c'était quelque chose, que qu'on a vu parce qu'on est quand même pas mal dans la commune de Cam à être client chez Uber, notamment avec les éditions qui sont sorties de Finper au Kago. Je sais pas dans quelle mesure, moi, enfin, c'est quelque chose que moi, j'ai participé il y a quelques mois enfin, une des campagnes Ulule de Uber. Uber, pardon. Je sais pas dans quelle mesure, en fait, ils ont besoin. Enfin, moi, je suis un peu sceptique sur le fait que notamment cet éditeur-là ait besoin de la campagne pour sortir l'ouvrage. Je pense qu'ils ont les reins assez solides et que les travaux ont déjà débuté, que la campagne aille au bout ou pas. En effet, par contre, je pense que ça éloigne un peu, enfin des libraires, certains consommateurs. Je crois qu'il y avait, je sais plus si c'était Manga Badass qui en avait parlé, il me semble, déjà de ce sujet-là. Peut être un souci et puis, enfin, du coup, moi, je vais peut-être mettre aussi en avant un petit problème que j'ai relevé, notamment, bah, de la campagne Ulule de Uber, à savoir que bah, il y a pas mal d'incitations à y participer avec des avantages pour les premiers 100% jusqu'à 200%, etc. Sauf que les prix proposés pendant ces campagnes-là sont plus élevés que les prix des livres en librairie. Je sais pas d'ailleurs dans quelle mesure, en termes de légalité, etc., ça se passe. Je pense qu'un peu tout le monde s'en fout parce que c'est un petit éditeur pour le moment, mais il y a effectivement, tu soulignes quelque chose qui est avec Omogi que je connais pas, c'est un éditeur que je connais pas, mais qui apparaît de plus en plus et qui, je pense, peut être amené à créer quelques petits soucis, déjà maintenant et à l'avenir, pour des plus petits éditeurs, mais aussi des plus gros. Si je peux me permettre de réagir un peu à tout ce qui a été dit un peu depuis le début. Moi, globalement, je trouve que, tout ce qu'on dit là alors, je ne nie pas les dérives que ça peut avoir, je veux dire, tout à fait d'accord. Mais quelque part, l'évolution du fait qu'on ait de plus en plus de goodies, que OK, il y a des goodies qui reviennent, on est juste sur un monde qui évolue. Je vous prends un exemple, si on sort 2 secondes du manga, vous avez tous un parent, une grand-mère qui dit: «Eh moi à Noël quand j'étais jeune, j'avais des oranges et j'étais très contente». Oui,
Nous, après, on a grandi et la plupart du temps, les petites filles avaient des poupées. Il y a eu Barbie qui s'est posée là et ça a pris de plus en plus d'ampleur et puis maintenant, tous les Noëls, il y a les hypes, il y a les trucs, «Oh mon Dieu, faut le choper là». En fait, ce qu'on tape sur les doigts sur le manga, pour moi, j'ai l'impression que c'est, quelque chose de plus global. Le manga a commencé à se mettre un peu dessus parce que ça s'appelle du marketing et la vie qui évolue et au bout d'un moment, si tu veux faire du chiffre, être dans ton temps, tout ça, bah, tu utilises des trucs qui marchent. Quand on parle des collectors qui sont durs à choper ou par exemple Komogi avec les campagnes Ulule, bah, les campagnes Ulule, c'est entre guillemets «plutôt récent». L'idée de demander de l'argent aux gens, machin. C'est pas que le manga qui le fait, c'est même pas le manga qui a initié le truc, mais à force, ben, on s tout le monde s'y met, en fait et pareil sur l'histoire, l'idée que: «Ah, bah, faut la notification comme ça, toi, tu es seul au courant, tu es un peu privilégié, puis hop, tu peux acheter le truc un peu cher». C'est la même chose qu'on a dans la grande distribution, en fait, les ventes privées, les choses comme ça, tous les magasins ont leurs petites cartes, voire des petites cartes payantes en mode: «Hé, hé, toi, tu fais partie de la sélect, tu vois? Toi, tu peux avoir ce truc-là. Par contre, faut aligner quelques billets et je enfin, c'est juste un truc global. C'est sûr qu'il y a des dérives avec les scammers qui sont là: «Ouais, je vais en acheter 40 comme ça». Oui, bon, bah, ouais, oui, il y a plein de dérives comme ça. Moi, ça m'éclate, du f sur les ex libris, par exemple, parce que je viens d'une époque où, par exemple, bah, moi, je viens de l'époque où les mangas j'ai connu l'évolution du manga, en fait. C'était pas très connu, on a commencé à en voir dans les librairies, dans nos mangathèques, ça a commencé à s'installer un peu partout et quand j'étais jeune, on s'envoyait encore des cartes postales et m'éclate de voir qu'aujourd'hui, encore, c'est le goodies facile à faire, hein, paf, tu imprimes, tu fais le machin, format carte postale. Allez, levez la main. Qui a envoyé une carte postale ici? Qui l'a déjà fait une fois? Voilà. Pense que la Donc majorité, quand même, comme il y a pas que des jeunes, hein. comment? Malheureusement sur, enfin, je veux dire non, malheureusement pas le bon terme. Mais non, mais je dis, je pense que sur on n'est pas si jeune que ça, hein, dans le Non, communauté mais dans le manga. sens où ça se perd. Mais jeune ou moins jeune, en Oui, fait, oui, c'est oui, quelque chose qui se perd. Tu vois? Si, il y en a peut-être, ça c'est qui l'ont sûr. fait une fois, mais là, de nos jours, là, d'aujourd'hui, voilà. Mais c'est un goodies qui continue de se faire en format carte postale, en format A3 parce qu'on commence à se dire que les gens, ils peuvent mettre ça sur les murs. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était les posters. J'ai l'impression que ça se fait moins, mais en même temps, ça s'abîme beaucoup plus dans le temps. Et en fait, ce qu'on constate dans le manga, c'est ce qu'on constate pour les Pokémon, quand on va faire les courses en magasin, quand on veut acheter un truc. C'est juste une logique, entre guillemets, hein, je vais mettre des gros guillemets, mais une logique capitaliste qui fait que, eh bah, ça avance, que les éditeurs, hein, c'est toujours à celui qui aura la plus grosse. T'en as un qui va proposer des collectors, t'en as un qui va proposer un collector un peu mieux, qui va avoir une idée en mode: «Eh, vraiment pas mal» et du coup, c'est un peu le poker, c'est à ceux qui vont pouvoir suivre avec des collectors parce qu'en plus, ils sont galvanisés par les fans qui, eux, ils sont contents. Tout le monde est content, enfin, quand on est vraiment fan du série, tu bien bah, tiens, je lève les yeux. Moi, j'aime bien avoir, je ne sais pas comment ça s'appelle, les espèces de nouvelles figurines là sur, des supports transparents et j'ai perdu le mot. Ah, Grâce à qui je les stands acryliques? Les Shikishi? voilà, Un stand? merci. Ouais, Les c'est stands acryliques, c'est tout dans le monde du collecteur, enfin du collector, je trouve, enfin pour ma part, que c'est relativement récent. On commence à en voir partout parce que, ben, c'est une figurine pas dure à faire, pas chère, avec nos moyens technologiques, on peut en sortir plein. Et ben, moi, je lève les yeux, je vois Machel là qui tient en équilibre sur sa baguette et je trouve ça cool. Ben ouais, il Alors y a des c'était choses il qui me sont semble que bien, c'est un peu mais cher, on est en droit mais de se ça, poser c'est la la question logique, quand même. Il y en a qui sont cool, à fond et il y en a d'autres qui ont vraiment aucune idée, utilité si ce n'est prendre plus de sous aux gens et les et «obliger» je entre suis d'accord guillemets à compléter la collection de collector. Quand ils vendent des et romans je suis qui vont entièrement être d'accord. lus par, 2 des gens qui vont acheter le collector, ils auront juste imprimé du papier, produit plus, pour quelque chose qui ne va pas servir ou très, 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 très peu, mais l'idée principale, c'est pas d'apporter de la qualité au lecteur, c'est d'avoir des sous. Et c'est vrai qu'ils suivent un peu tout ce qui se fait dans la société, de vouloir faire du chiffre, de proposer plus, et cetera. Mais on est en droit de se demander, est-ce que c'est ça l'avenir de la production du manga qui nous fait rêver?
Est-ce que le Ouais, mais but, c'est quelque vraiment de part suivre comment avoir toujours plus de thunes aussi? Est-ce que c'est ça qui est intéressant à suivre? bah, après, c'est Enfin, ça un peu la loi du marché, c'est que du coup, il y a ceux, bah, qui vont pas suivre parce que, ben, pas le temps, pas les moyens, pas l'envie, c'est tout. Et puis tu as ceux qui vont être dans la course et qui vont dire: «Ah mais comment? Moi je veux proposer du contenu» parce que quelque part, le but des maisons d'édition, même si c'est de nous vendre du rêve, c'est aussi au bout d'un moment de faire des sous. Et ils comme n'importe qui, ils vont trouver tous les moyens, pour en faire. Si ça plaît au lecteur, tant mieux. Si ça plaît pas au lecteur, j'ai presque envie de dire: «Tant pis». Et quand je dis ça, je parle de Crunchyroll. Ah gna gna, il y a une pénurie de papier. Alors les gars, j'ai une idée de génie, on va imprimer des jaquettes. De Est-ce que Aïe. c'était réellement après, l'intérêt des lecteurs? Non, tu finis tes séries, tu respectes un peu une charte, tu fais quelque chose. Tu pas c'est un des milliards de un peu jaquettes en différent. pénurie de papier. C'est un peu différent quand même Donc Crunchyroll parce que tu changes de marque en fait. Donc du coup, si tu restes sur Kazé, c'est pas la même chose que de faire un collector ou quoi, hein. oui, Ouais. non, ce que je veux dire, Et c'est qu'on est toujours sur une c'était une opération demande aussi. marketing de Les jaquettes Crunchyroll, c'était une demande aussi des fans, hein, qui avaient quand même pressé à l'époque, pour, pouvoir avoir uniformiser leur collection, avec des oui, jaquettes mais pourquoi ils Crunchyroll, ont je sais pas été que c'est bien, hein. obligés? Pourquoi ils ont été obligés d'uniformiser? Parce que c'est comme l'histoire des One Piece avec les nombres blancs et les nombres jaunes. Ils ont décidé de changer le numéro. Bon, eux, ils se sont pas pris la tête, ils t'ont pas proposé de jaquette. Mais comment? Bah, en même temps, Mais à ce c'est moment-là, le c'est consommateur, normal tu t'en aussi fous? parce qu'il y avait une nouvelle traduction pour One Piece. C'est pas pareil, c'est encore un peu Alors s'il y différent. avait une nouvelle traduction parce qu'ils ont été, il y a eu une grosse mésentente avec l'ancien traducteur, donc un changement de traduction. Ils ont décidé de faire un jeu de marketing dessus et il y avait, je crois que c'était pas le 1er collector peut-être d'ailleurs, avec, les premiers tomes jaunes qui avaient, je sais pas si c'était pas des cartes, mais il y avait des petits trucs à l'intérieur des premiers tirages des tomes jaunes. Mmh. Ça fait plus de 10 ans maintenant, mais enfin, pareil, pour moi, c'est encore un petit peu différent, enfin, One Piece, s'il il y avait pas eu de problème avec la traduction et en l'occurrence, plutôt avec le traducteur, parvenir sur toute l'histoire, c'est un peu long, mais enfin, ça on serait resté sur des chiffres blancs, je pense ad vitam aeternam. Après, voilà, c'était pour mettre un peu en avant le fait que, si on prend un peu de recul, les dérives qu'on voit dans le manga, c'est des dérives qui existent déjà sur des choses qui prennent de l'ampleur. On n'avait pas autant de dérives sur des collectors, entre guillemets, «au début du manga» quand ça commençait un peu à hyper, quoi. C'est quelque chose qu'on constate là parce que, bah, justement, on en a profusion. On en a Après, tout le temps, on est alimenté tout le temps sur les réseaux, enfin, du coup, c'est une machine qui s'auto-alimente comme ça et qui prend de plus en plus d'ampleur. Puis après, je suis d'accord, il y a des collectors, comme tu le soulevais, la Collector Spice Family. Bon, elle est rigolote, elle valait peut-être pas son prix pour ce qu'il y avait dedans. C'est même sûr. oh non, non, il y a des choses, c'est surprenant niveau prix, ça coûte, assez cher. Ah bah oui, ah bah, je Mais suis d'accord. Moi, quand est-ce j'ai que vous vu, la c'était ramasse? quoi? Tommy ou des trucs, tu payes super cher pour des badges ou des autocollants, tu là, tu fais: gars, arrête, aujourd'hui on a des ordis, on a plein de trucs même qui découpent tout seul, arrête, me sors pas ça à ce prix-là, abuse pas». Ouais, mais il y a Je des pense choses, qu'on ça a peut aussi. surprendre, mais c'est cher à produire et même si ça a pas l'air, ça coûte cher malheureusement. Bah, Après, je pense ça qu'on je peux oublie je aussi l'entends, ça quelque je suis chose. d'accord. Je pense qu'on oublie quelque chose aussi dans cette discussion, c'est qu'il y a plein de choses qui avant étaient offertes, que maintenant tu dois payer. En plus, je dis très honnêtement, moi, m'emmerde plus qu'autre chose, hein, ce que je considère comme étant des jouets atomisés, c'est-à-dire pour moi les stands acryliques, les badges, tout ça, je trouve ça absolument sans intérêt. Et pareil, on va dire que ce n'est que mon propre goût. Mais ça, c'était avant des opérations promotionnelles donc les offrait pour essayer de mettre en avant la série. Maintenant, tu dois raquer pour avoir les mêmes trucs. Je repense aussi au à Tonkam avec, JoJo qui, avait décidé de faire payer le double du prix pour, avoir des intercalaires, alors qu'avant c'était des trucs qui étaient donnés et le Ouais, tout en plus emballé à la va-vite, donc je pense que c'est aussi il y a un peu de foutage de gueule
de la part des éditeurs, qui prennent encore une fois les gens pour, ce qu'ils sont et qui demandent en fait ça, maintenant, et au final, on parle plus que de collector que de la série en elle-même. Donc il y a même plus de rapport, à l'œuvre, il y a un rapport à l'objet, que moi je trouve assez malsain et qui, comme disait, Chell aussi, provoque une forme d'accoutumance chez certaines personnes qui est assez néfaste. Bah, tu me rappelles une anecdote assez marrante justement pour ça. Je sais pas si vous vous rappelez du collector de Call of the Night où Kurokawa, ils avaient fait payer quand même 11,20 € alors que t'avais qu'un S Libris et une jaquette alternative. Oui, si. Bah, en Ça, je même me temps, rappelle, ouais. mais moi, qu'est-ce qui m'avait fait rire, c'est que en même temps, ils offraient des Ex Libris gratos pour Remède Impérial. Et là, je me suis dit, les gars, vous avez fait fort. Tu fais une opérationnelle et t'offres, pardon, des ex-libris gratuitement pour Remède Impérial, mais tu fais payer pour Call of the Night. Ah, je l'ai pas pris. Parce que là, je me suis dit, mais soyez malins quand même. Gratuit, Et c'est du pour coup, mettre là, en avant ça un fait... banc qui veulent, Oui, pardon. Et Non, je disais Call of the Night, ça me fait penser à un autre truc parce que ça fait peut-être 20 minutes qu'on parle et on n'a pas encore mis de balle à Delcourt. Donc je vais quand même me permettre d'en faire un. Delcourt qui s'est quand même permis de sortir un tome collector en disant tant qu'il y avait encore des tomes collector, il sortirait pas le tome simple. Bon Ah, voilà, je c'est là, pense le je Vix que Dilemma, mais ils font ça en sur termes tous les de. tomes de la série, là, maintenant. Ouais, bah voilà, enfin, Bah, c'est du ça me foutage de permet gueule. aussi de pas oublier d'en mettre une et de rappeler que c'est quand même un sacré éditeur de merde. Ah, c'est les pires. Voilà. Non, mais parce que on a, je trouve qu'on a peut-être, enfin, et moi le premier, hein, craché beaucoup sur Kurokawa. Moi, j'ai revendu tous mes collectors et je fais plus de séries de chez eux. Je continue seulement les miennes, notamment parce que ça me fait chier de les voir avoir cette politique-là. Mais rendons à César ce qu'à César. Je pense que Delcourt a encore la Palme d'Or du pire éditeur français. Peut-être derrière Black Box, mais bon, est-ce que c'est un éditeur Black Box? Bref, pas trop de balles à la fois. Et Mais en ça, plus, Delcourt, pardon. je veux dire, pour la Vix Dilemma, je me rappelle que Pascal Lafine disait, ouais, on prévoit des choses super pour les fans de la série. Bon, bon, la chose en question super, c'était de faire comme si des collectors pour de sortir les tomes sans le collector qu'une fois que le tirage est épuisé. Donc, autrement dit, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Mais pas mal de gens, justement, avaient gueulé sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on était énormément à avoir trouvé ça honteux, quoi. Mais n'empêche qu'ils le font de nos Apparemment, un jours, peu hein. Il y a des moins. films qui sortent encore, hein, on va le faire. Ouais, et puis s'ils le font, j'imagine que c'est que ça fonctionne. Après, c'est vrai que quand tu arrives au tome 20, tu te dis: «Est-ce que, j'arrête la série, ou est-ce que je paye 3 € de plus pour avoir un truc qui me fait chier?» Mais bon, j'ai quand même mon tome. Et la question se pose, hein, Après, parce que je faut crois que comprendre Vix aussi Dilemma, c'est ça, c'est 20 tomes. comprends aussi l'intérêt marketing, c'est-à-dire que vaut mieux que tu vendes un truc à 11 balles, pour la même quantité de vente qu'un truc à 10 balles, tu vois, même si t'as un truc de merde derrière. Ça te fait plus de chiffre d'affaires. Je comprends leur point de vue, mais ça reste, encore une fois, tu prends Ouais. les gens et ils Je se suis cachent pas pour des achats. je suis complètement d'accord, mais enfin, à la limite, si l'idée c'était juste de faire ça, autant passer la licence avec une gamme de prix à 11 €. Enfin voilà, je pense que c'est prendre les gens pour des pigeons, mais au moins ils les prennent pas pour des cons. Je pense que Delcourt là-dessus, et puis enfin bon, il y a trop de trucs à dire sur cet éditeur, ça serait trop long, mais bon, non, c'était juste parce que ouais, le Call of the Night, je crois que c'était à peu près au même moment que moi j'avais vu le VXDMA, c'est pas une série que je fais, mais quand j'avais ça, mais j'avais été un peu, ouais, presque subjugué par vraiment cette performance. Mais, sinon, après, je sais pas s'il y a des gens qui auront encore des choses à dire, mais bon, je pense aussi que faudra aussi dire quand même que là, on rentre dans cette notion de goodies, de collector, etc., dans peut-être une nouvelle étape du marché avec les éditeurs, les gros éditeurs principalement, qui créent des gammes, euh, des gammes de goodies. Après Pika Shonen et Pika Seinen, il y a Pika Goodies, je crois, ou un truc comme ça. Et je sais plus quel autre éditeur a décidé aussi de faire ça pour commercialiser les goodies Pika Goods, ouais, c'est ça. Donc les goodies à part. Et même si je trouve que les collectors et les goodies, globalement, je suis pas le public et que ça ne m'intéresse pas, je me dis que c'est peut-être une alternative qui peut être peut-être positive pour le marché, continuer à satisfaire les personnes qui en veulent et sans qu'on ait l'impression qu'on se serve, qu'on manipule la licence, même si bon, on sait qu'une licence qui fonctionne, dès que ça vient du Japon aujourd'hui, ça permet de faire des trucs à côté qui permettent de rapporter de la thune.
Moi, je trouve que c'est une bonne alternative, justement, de vendre des goodies à part. C'est Nazca qui l'avait fait il y a pas longtemps avec Salad Days. Et justement, encore plus pour les petits éditeurs qui ont pas forcément les moyens de produire des goodies à grande échelle, pour satisfaire des fans, peut-être un petit peu plus, entre guillemets «intimistes», où il y a des séries qui se vendent pas à des 40 000, 50 000 tirages, mais beaucoup moins. Et je trouve ça bien de faire des petites, ou des campagnes Ulule ou des petits trucs dédiés pour les goodies. Et moi, pour donner mon avis, général sur les collectors, je pense qu'il y a quelques années, quand j'ai repris, ma collection de mangas, j'étais en plein dans la vague, collector, donc c'est vrai que j'en achetais, quand même pas mal. Et au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais pourquoi j'achète tout ça et qu'est-ce que je vais foutre du stickers de Spy X Family ou autre chose?» Et du coup, j'ai petit à petit arrêté jusqu'à quasiment plus en prendre. Et ce que j'aime comme alternative, c'est justement les couvertures alternatives, qui, n'augmentent pas le prix du tome. Ça, je trouve que c'est fait de plus en plus aussi avec, les premiers tirages où, soit on a une couverture brillante, soit on a juste une couverture alternative. Et je trouve que, enfin, moi perso, c'est le type de «collector» entre guillemets qui me plaît, parce que, je vais pas payer plus, mais par contre, je suis récompensé d'acheter, le manga dans les premiers. Et pour moi, ça doit être ça la principale récompense, entre guillemets, d'acheter un collector. C'est, on te récompense d'être le 1er lecteur, contrairement à certaines opérations qui sont faites où, les premiers lecteurs sont pas récompensés. Je pense notamment aux coffrets, qui sont créés, après coup, et dont les premiers lecteurs peuvent pas profiter à moins de racheter la série. Et je trouve justement ce type de cover alternative un bon plan pour nous récompenser, ouais. On parle de One Ah, Piece. c'est Ah, vrai qu'il y a des je suis entièrement Oui, One Piece par exemple. One Piece, moi je suis un lecteur depuis très très longtemps, et j'ai notamment les 60 premiers tomes avec les chiffres blancs qui ne rentrent pas dans les coffrets. À la base, j'avais acheté le premier coffret là qu'ils avaient sorti vide, et il faut savoir que les tomes blancs ne rentrent pas dedans. Donc ça n'est fait que pour les tomes jaunes. Donc par exemple, ça, pour les premiers acheteurs, je trouve que c'est pas cool, quoi. C'est rude, ouais. Après, après, pour ma part, pardon. c'est juste que je suis pas sûr que les goodies, ce soit tellement ce qui marche. Quand tu regardes, tu as beaucoup de gens qui achètent aussi des coffrets juste pour le coffret, en fait, et rien. Quand tu vois la valeur qu'ont pris les tomes de Veil, juste pour des coffrets, que les Lovecraft, pareil, les coffrets, ça a pris une valeur, alors qu'en fait, t'as rien, t'as juste le coffret. Ouais, c'est vrai que le coffret, ça marche pas mal. Et je suis d'accord que, de manière générale, peut-être c'est le coffret qui va plus faire vendre que les goodies qui sont dedans. Mais proposer cette alternative, plus pour les Oui, petits je suis éditeurs, je d'accord. parle, hein, plus que pour des Pika, etc., d'obtenir des Shikishi ou d'autres goodies, je trouve ça quand même pas mal, même si je suis pas le public. Après, les coffrets, c'est que ça se vend bien pendant les périodes de fête, notamment à Noël. Et ça, je peux comprendre que les éditeurs, ils en sortent à chaque fois. Ouais, mais ça, j'ai pas Oui, de mais je tout veux dire, souci avec les starter packs, enfin les coffrets avec les 3 premiers tomes qui sortent à Noël. Ça se fait depuis un moment, et il y a pas de souci. Je te parle plus des coffrets, soit de One Piece ou je sais plus ce qui avait été fait, récemment sur des coffrets, mais Il y a eu JoJo's par exemple, hein, Machel, je pense que les Jojo. lecteurs de longue date de JoJo sont pas très récompensés, parce que d'une, il y a les coffrets, et en plus les tomes, se sont uniformisés maintenant avec les nouvelles collections, qui deviennent toutes violettes, alors que, les vieux lecteurs ont les tomes blancs, qui vont pas avec le reste, quoi. C'est Delcourt, hein, éditeur de Jojo. On connaît ton amour Ah pour mais Delcourt, Achille. non, mais je suis presque surpris. Non, après, pour ma part, je voulais répondre à une question de Nibs qui, tu sais, nous demandait bah, sinon on était des consommateurs de collecteurs ou pas.
En fait, bah, pour ma part, des collectors, j'en consomme beaucoup moins et pas beaucoup non plus. En fait, les collectors que je juge utiles, par exemple, je sais que celui des carnets de l'apothicaire, bah, pour moi, c'était pratique parce que je m'en sers au boulot. Je me sers des post-it et je me sers des boîtes et tout pour des crayons et cetera. Mais surtout, en fait, c'est que moi, ce qui avant d'acheter un collector, déjà, je vais me dire: «Bah, est-ce que les produits dérivés sont vraiment pratiques pour s'en servir, dans la vie?» Mais surtout, c'est qu'en fait, au prix de certains collectors, bah, en fait, c'est le prix d'une série ou d'un gros one shot qu'on peut acheter. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui fait que j'achète moins de collectors en me disant: «Bah, ça me prive de découvrir une nouvelle histoire». Bon, tu plus à ça près, hein, c'est tout. Hein? Tu plus à ça près, hein, ce que tu achètes. Ah! Ah, la Quand petite même! balle. Ça, c'était gratuit. C'est vrai Non, que du mais coup, j'ai ouais, pas, je j'ai suis, pas je suis répondu d'accord non avec plus. toi. Je pense que, par exemple, j'aimerais bien savoir si on prend tous les collectors d'un Jujutsu Kaisen, combien coûte la série versus combien coûte la série si on prend aucun collector. Et je pense qu'en effet, bah, t'as de quoi t'acheter 2 fois Jujutsu Kaisen en achetant tous les collectors, quoi. Ju Jujutsu Kaisen, je connais pas assez, mais justement, j'avais regardé pour Spy Family et c'était, 2 fois et demi le prix de la série en neuf, en prenant tous les collectors, avant celui qui est sorti là ce mois-ci ou le mois prochain ou je sais pas quand. Mais, avec des collectors, ouais, il y en avait pour je crois 70 balles de collector, en 5-6 tomes, même plus que ça, hein, enfin je sais plus exactement ce que c'était, mais ça revenait à un peu moins de 250 du prix, des tomes simples. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'ai pas répondu non plus. Moi, j'étais, enfin, quand je disais que ça crée une addiction, moi, je pense que j'étais un peu dedans parce que je prenais, les collectors des séries que je suivais, je les ai pris pendant 1 an et demi, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que de toute façon, bah, je les ouvrais pas parce que j'ai du mal à lire, mes séries, à jour. Donc en fait, ils étaient encore sous blister et je me suis dit: «Mais putain, mais enfin, c'est quoi l'intérêt de continuer à acheter des trucs pour, enfin, que moi, des trucs qui m'intéressent pas, mais juste parce que c'est collector, hein. Moi, j'étais clairement dedans, c'était collector, donc j'ai acheté sur les séries que je faisais et du coup, bah, là, il y a j'ai essayé de revendre parce qu'il y en a qui se revendent pas vu que c'est de la merde, mais j'ai essayé de revendre, tous mes collectors qui sont encore sous blister parce que moi, ceux qui sont pas sous blister, je pense que j'ai dû jeter des trucs à la poubelle, genre les marque-pages, hein, par exemple. Mais du coup, ouais, je revends aussi un peu par principe, parce que, j'aimerais bien, enfin, c'est un peu ce que Lady Sumi, on rentre un peu enfin, le manga s'aligne un peu sur beaucoup de trucs qui existent, sur le fonctionnement du capitalisme et de notre société. Moi, j'ai pas envie d'être intégré à ça, donc aussi par principe, aujourd'hui, j'en achète plus. Et j'essaye de moins acheter aussi chez les éditeurs qui abusent, sur les collectors, à savoir, Kurokawa notamment et Kiun, je prends quasiment plus de nouveautés de chez ces éditeurs-là. Bon, je vais en profiter pour dire aussi, ce que j'achète. Moi, j'en achète quasiment pas des collectors. Je vais prendre celui d'Hunter x Hunter parce que bah, c'est une série qui me tient à cœur et que j'ai envie d'avoir le tome 0. J'ai acheté les collectors des Veil, parce que je suis un peu con et que j'avais acheté le premier coffret et que du coup j'ai bah, acheté pour avoir une forme d'uniformité, les autres. J'ai même le tome 4 avec les 3 Exibris qui se basent dedans pour 28 balles ou 27 balles. Donc clairement, c'était n'importe quoi. Et je faisais l'atelier des sorciers. Je prenais tous les collecteurs au fur et à mesure par habitude. Et je pense que maintenant qu'il y a la édition Grimoire, je vais tout bazarder et racheter en édition classique parce que ça commence à sérieusement me saouler. Mais à part ça, sinon, j'en achetais pas. Honnêtement, parce que je trouve ça globalement inintéressant et ça prend plus de place. Ouais, moi je crois que je me suis fait avoir la dernière fois. Il y avait une nouvelle jaquette pour le tome 1 de Vinland Saga. Je crois que c'était le mois dernier. Il y a eu une opération comme ça. Et vu que je suis fan à fond, ben, je me suis dit que j'étais trop chaud de l'avoir. Et au final, ben, du coup, je l'ai acheté. Sauf que j'avais déjà le tome 1. Et du coup, quand on réfléchit au fond du truc, ben, j'ai 2 tomes 1, quoi. Et j'en ai pas du tout besoin. Du coup, ça m'a pas coûté une fortune, mais ça me fait poser la question de, est-ce que j'ai été un gros pigeon ou pas? Il y a moyen que oui. Et je me pose la question, on a un point de vue, on est tous des consommateurs, mais je me demande à quel point, même pour des grosses boîtes, est-ce que c'est pas très utile pour eux de devoir chercher des nouvelles, sources d'argent autour de leur locomotive pour faire fonctionner l'ensemble des licences et l'ensemble de la boîte?
est-ce que c'est vraiment de l'avidité pure, quand, dans les bureaux, ils décident de mettre en place des stratégies pour vendre, du collector ou du limité? Ou est-ce que, ben, en fait, ils en ont besoin et pour nous, c'est difficile de savoir ça en étant juste consommateur. Mais je pense que c'est pas aussi facile que ça de faire tourner des grosses machines comme ça et quand, il y a possiblement de l'argent à un endroit, ben peut-être qu'ils se disent, «Il faut qu'on le prenne, quitte à mettre de côté pour la trésorerie, peut-être que dans 5 ans, il y aura 2 années difficiles où on va piocher dans les stocks», c'est j'ai du mal à porter un jugement sur cet aspect-là. Je pense que c'est Bah, un après, mélange. Vas-y, Saki. le secteur du manga, il est en crise. On a quand même perdu 40, qui est énorme. Et les grosses boîtes, c'est pas parce que c'est une grosse boîte que pour autant elle est pas forcément en danger. Par exemple, Delcourt Tonkam, mais Kabooks, c'est un calvaire pour eux. Ils perdent énormément d'argent. Et c'est ça qui est compliqué. Moi, je peux comprendre qu'ils fassent des collectors et tout pour justement chercher de l'argent. Parce que même les grosses boîtes aujourd'hui sont pas à l'abri bah, de pas freiner ou justement de freiner parce que bah, ils perdent beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il faut différencier le point de Une vue solution, éditeur du point de vue lecteur et même, je dirais plutôt consommateur, parce que là, on est plus dans le côté fan d'une œuvre, on est dans le côté purement bah, acheteur, voire acheteur compulsif, hein. Et d'un point de vue éditeur, ça se comprend, c'est une façon facile de faire de l'argent pour faire de la trésorerie et acheter d'autres séries qui vont moins bien marcher. Moi, je dis c'est le seul intérêt positif que j'en vois, parce que pour le point de vue, du point de vue du coup consommateur, concrètement, c'est un peu se foutre de la gueule du monde dans la plupart des cas, hein, je trouve. Et c'est en ça que moi je pense que ce que j'ai l'impression d'être la nouvelle mode ou le nouveau fonctionnement de ce système-là, à savoir des labels complets pour vendre les goodies, me paraît pas mal parce que justement ça permet aux éditeurs de continuer à faire de l'argent sans que ça y ait peut-être cette impression de se servir directement de la série 2 tomes sur 3 à faire des collectors. Comme c'était le cas là depuis à peu près 2 ans, je pense. Mais bon, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à penser que les éditeurs aient besoin des collectors pour s'en sortir. Et le marché, ouais, il y a une baisse du marché, le marché est en crise. Peut-être, après, peut-être que le marché est en crise aussi parce que ça fait quand même quelques années que, notamment les libraires, mais aussi les consommateurs disent qu'il y a trop d'offres sur le marché et que à chaque fois qu'il y a une alerte sur le fait qu'il y ait trop d'offres sur le marché, il y a toujours une hausse du nombre de nouveautés et l'apparition de nouveaux acteurs, enfin pas régulièrement, mais quand même de temps en temps, et relativement peu qui disparaît. Donc je suis un peu Vrai apparition. sceptique sur le fait que ce soit un besoin. Et puis le marché est en crise, donc je suis pas éditeur, donc encore une fois, je vais mettre des guillemets dans ce que je vais dire. Peut-être qu'il y en a qui vont le confirmer, mais de ce que j'ai compris, ça avait fait un bond exceptionnel il y a 5 ans de plusieurs centaines de pourcents ou de 100 ou de 150, je sais plus. Et maintenant, ça rechute un peu. Donc si sur 5 ans, ça avait fait, plus 200 de ventes et que là, c'est plus qu'à 160 de ventes, est-ce que c'est vraiment en crise ou est-ce que la grosse période de folie où tout le monde a rentré beaucoup de sous dans les caisses a un petit peu diminué? Pour moi, ça, enfin d'un point de vue spectateur, consommateur, ça ne paraît pas être une crise. Après, j'ai peut-être pas conscience de tous les enjeux. Bah, il y Après, a eu c'est comme- l'augmentation du papier à cause de la guerre. Tu sais, il y a beaucoup de sorties qui sont repoussées parce que bah, pour les livraisons des bouquins, ils sont obligés, tu sais, bah, ils peuvent plus passer par les chemins habituels. Et ça fait qu'aussi, bah, pendant des mois et des mois, c'est repoussé les sorties et t'as plus forcément de sous qui rentrent dans la caisse régulièrement. Parce que regarde là, pour Delcourt Tonkam, ils ont repoussé le tome 2 de Helsing. Ouais, mais sauf qu'il imprime en Chine. Mais comme il y a la guerre, bah, ils peuvent plus passer, tu sais, par les chemins d'avant. Et ça, mine de rien, bah, ça fait que pour une série, tu rentres plus d'argent régulièrement. Et ça, c'est un peu Donc, des si je peux me aléas et des permettre, imprévus. le chemin d'avant de Delcourt, c'était des impressions en France et en Italie. Moi, je les invite un petit peu à retrouver le chemin d'avant et qui, a priori, Ça coûte est plus pas, est cher. pas impacté, mais bah, effectivement, ça coûte plus cher. Oui, c'est sûr, ça coûte plus cher, comme le fait de faire traduire ou de faire lettrer en France, ça va coûter plus cher. Après, enfin, ça, c'est encore une fois.
c'est des débats qu'il y a eu sur les réseaux et qui ont été mis en avant par aussi quelques influenceurs. Mais qu'est-ce que nous, en tant que consommateurs, on souhaite voir pour notre passion? Est-ce qu'on souhaite absolument avoir quelque chose de pas cher ou est-ce qu'on souhaite avoir quelque chose de qualité et aussi qui fait vivre, je dirais à nos familles, mais à minima nos environnements proches, donc à savoir des gens en France et des gens en Europe? Euh, ouais, je pense que chacun est libre de faire ses choix, mais notamment, moi, Hellsing, la série m'intéressait pas. En plus, c'est Delcourt, mais le fait que ce soit imprimé en Chine, moi, enfin, pour moi, c'est pareil, c'est rédhibitoire. Et maintenant, typiquement pour Vega aussi, peut-être que ça coûte moins cher, mais chez Vega, si jamais je vois un truc au même prix, à 8,35, les prix de chez Vega, 8,35 pour un truc lettré en Inde ou 8,35 pour un truc lettré par une société française, le choix sera fait, quoi, pour ma part. Mais bon, là, j'ai un peu sorti le contexte des collecteurs, pardon. Trivium, ça fait un petit bout de temps, je crois que tu essayes de prendre la parole, si je me trompe pas. Non, 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 j'ai rien de spécial pour le coup. Moi, j'ai déjà pas mal parlé, hein, mais Ok. Et là, si je me trompe pas, on arrive presque à 1 heure de débat. Et du coup, je me dis que ça fait un joli score. Alors, si vous êtes tous d'accord, on peut se diriger vers la fin du débat, sauf si d'autres personnes veulent prendre la parole, hein. Il y a bien sûr le temps au besoin. À quand les jaquettes Mangakam? Les Bientôt, il y jaquettes aura Mangaka collector. dessus. Il y a déjà ça qui va Ça, sortir. c'est la classe. Et ça me va très bien. Ah, c'est marrant promo. Suffit. Mm. Ah bah, je peux pas faire de la promo moi, c'est pas ma maison d'édition, mais par contre, il y aura Mangaka sur une jaquette. Mon avis sur une jaquette. Et en avant-première à la Japan Expo. Tout à fait, Saki. Exactement. Ça Si y vous est, voulez prendre c'est des bon, petits c'est une selfies avec la jaquette, allez-y, envoyez-le moi, une star. je serai tout content. Mais bientôt, les gens, ils vont prendre des selfies avec toi, plutôt. Ah oui, ouais. C'est pour Ouais, ça, faudrait que je sois là. prépare les Faudrait que je sois autographes, là hein. à Japan Expo. Et d'ailleurs, en parlant de petites publicités, si je me trompe pas, Shail, tu voulais mettre en avant le travail d'un ami à toi? Je voulais le faire, et Mondial Relais n'a pas été dans les temps, malheureusement, mais du coup, je pense que j'en parlerai aussi un peu la prochaine fois, mais je vais en parler, juste faire un petit aparté rapide, parce que là, j'ai pas de photos et du coup de produits à montrer, mais j'ai effectivement un pote à moi qui, à mon sens, a beaucoup de talent et qui fait du tufting, qui est également passionné de K-pop et de webtoon, donc un peu moins de manga, mais malgré tout quand même. Et qui, en l'occurrence, à ma demande, m'a fait un petit tapis sur une série. Donc, j'ai pas de photos, dommage. Donc, je passe pas, j'aurai des photos quand je recevrai ça. Mais quand j'aurai des photos, je ferai un petit coup de pub et puis je vous présenterai un peu son travail pour éventuellement, si ça intéresse des gens ici ou des gens qui écoutent le podcast, je mettrai ses réseaux, etc. Malheureusement, le produit est encore quelque part en France, mais pas chez moi. Bon, ben, on attend des nouvelles de ça. Moi Et aussi. bon, ben, du coup, je pense qu'on peut clôturer le club lecture sur ça. Je voulais faire encore un grand merci à Poké, son travail sur le logo du club, que là, on va pouvoir voir sur Spotify et qu'on va réutiliser à plein de sauces. À la base, c'est elle qui avait publié pas mal de photos d'elle-même. On lui avait même pas demandé. Elle avait fait des tests. Et du coup, après, on a un peu retravaillé avec elle ses idées de base. Donc, c'est trop cool. Moi, je suis content. Comme disait Cam tout à l'heure, moi, j'adore le fait que ça soit participatif, le club lecture. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir proposer des idées sur des choses à intégrer. Moi, je trouve ça très positif, la critique, pour améliorer ce moment. Et que si vous avez envie d'y trouver d'autres choses, ben, et voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours, en tout cas. Et, euh, et voilà, Cam, si tu veux dire un mot de fin, s'il te plaît. Bah, écoutez, merci à tous encore une fois. On a fait 2 heures de club lecture, mais personnellement, je les ai pas vus passer. C'était encore une fois hyper intéressant et un super moment à partager. Bah, j'ai hâte déjà des prochains. J'ai hâte de l'organisation des prochains aussi, même si je trempe pas trop dans l'organisation, mais j'essaye
d'apporter ma touche, au moins mon avis, sur ce que vous faites, donc c'est top et je suis toujours aussi fier que le Discord ait vu, émerger, ce podcast et voilà. Je suis vraiment super content. C'est, je pense, l'une des choses dont je suis le plus fier depuis 3 ans que j'ai commencé, YouTube, c'est l'émergence de ce podcast qui est même pas de mon fait et je trouve ça hyper cool que, cette communauté ait pu créer ça et développer ça au fil des mois, donc encore merci à tous. Ah bah, ça fait plaisir. Et du coup, j'en profite, je vais me permettre de rebondir. En fait, nous, on s'était dit, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez nous le dire plus tard ou maintenant si vous voulez. On s'était dit qu'on allait essayer d'organiser, les clubs lecture pour faire en sorte qu'une fois tous les 2 mois, on puisse, recevoir un intervenant. Donc là, le mois prochain, on va recevoir une, libraire, spécialisée, du coup, dans les mangas, que je connais, que je trouve super intéressante. Donc je trouve que ça va être encore un nouveau moment assez riche à pouvoir partager et comme ça, tous les 2 mois, on essaiera d'accueillir quelqu'un, qui peut être, trempé de près ou de loin, mais très souvent de près dans cet univers manga-là. On trouvait ça cool de mettre ça en place, et voilà, j'espère que ça vous plaira. On vous enverra plein d'infos aussi, par message au fur et à mesure du temps. Donc merci à tous pour ce bon moment. Merci à Panda pour l'organisation, sur le Discord de la conférence, pour toutes les bonnes idées que tu donnes, pour, l'editing aussi des podcasts, c'est pas mal de boulot. Merci à Youno pour ça aussi et voilà. Bon après-midi à tous. Merci, salut.